Bonsoir à tous. C'est un plaisir de pouvoir vous accueillir dans cette énième conférence, mais jamais la même, puisque j'ai un truc qui des fois m'est profitable et d'autres fois moins, c'est que je ne supporte que rarement de faire plusieurs fois la même chose. Et donc cette conférence, c'est la première fois que je la fais. Il y a des éléments que vous aurez, celles et ceux qui me suivent déjà vus dans d'autres conférences, notamment celle qui s'appelle Philosophie des EMC. Il y a quelques mois de ça, les états de conscience modifiés. Et là, ce soir, j'ai envie de vous parler plus particulièrement du soin en état de conscience modifié. On n'est plus dans la stricte philosophie, la tentative, même presque des fois anthropologique, de cerner ce que c'est un état de conscience modifié, mais on est à cheval entre la philosophie et le domaine thérapeutique. Et si je me permets de faire une conférence qui est à cheval entre ces deux domaines, c'est que j'ai quand même un petit peu ces deux casquettes. Donc la casquette philo, qui est mon domaine comment on va dire, originel, puisque j'ai été prof de philo pendant un certain nombre d'années et aussi j'ai écrit un certain nombre de bouquins de philosophie, mais déjà à l'époque qui était quand même au croisement entre la philosophie et l'expérimentation, notamment des états de conscience modifiés. Voilà, ça avait donné les livres sur l'expérience de la liberté intérieure, un roman où on voit John Lilly, qui est un scientifique américain qui étudie les dauphins et qui invente le question de l'isolation sensorielle. Vous allez le voir pendant cette conférence à un moment donné, et qui lui-même a utilisé les psychédéliques pour s'explorer. Et puis là, en ce moment, je suis en train d'écrire un roman qui paraîtra bientôt, quand il sera fini. Voilà, j'ai une casquette de thérapeute et pas simplement de philosophe, puisque je suis depuis quelques années philothérapeute, c'est-à-dire que j'accompagne les gens en individuel ou en groupe, avec ou sans état de conscience modifié, par le dialogue ou par d'autres outils dont je vais vous parler un petit peu, et je les accompagne, que ce soit de manière régulière ou de manière ponctuelle. Voilà. Et parmi ces outils, ceux dont je peux parler, il y a c'est la respiration holotropique, qui est, dont je vais vous parler un petit peu aussi, qui est une modification assez cathartique quand même, assez paroxystique de la conscience à l'aide simplement de notre respiration. Voilà un petit peu qui je suis, enfin plutôt à quoi je joue. Alors, ce soir, l'idée, c'est d'aller comprendre mieux le soin en état de conscience modifié. Pourquoi faire? Pourquoi est-ce qu'il est nécessaire parfois de modifier l'état de conscience pour pouvoir amener un soin à la personne, pour pouvoir être dans un procédé thérapeutique? Et puis aussi, comment est-ce qu'on fait ça? Avec quels outils? Et enfin, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, parce que c'est dans mes différentes explorations et avec les différentes personnes que j'ai croisées dans mon chemin, j'ai rencontré parfois des dérives, entre guillemets, ou en tout cas des problématiques. Et j'en rencontre aussi moi-même dans mon usage de la pratique. Et donc, quels sont les problèmes qu'on peut rencontrer, les dérives, et comment est-ce qu'on pourrait s'orienter dans cette espèce de vaste paysage de la thérapie en EMC, qui en plus est quand même vraiment en grande croissance actuellement. Comment est-ce qu'on peut s'orienter sans prendre trop de risques? Voilà. Alors, puisque c'est un peu mon travers de philo, je vous problématise tout ça pour que vous compreniez bien de quoi il s'agit. Déjà, premièrement, ce qui est certain, et j'aimerais bien essayer de vous le faire comprendre dans cette conférence, c'est que parmi nos nombreuses problématiques, et Dieu sait qu'on en a quand même un paquet, hein, tous, eh bien, il y en a qui sont moins faciles à régler ou du moins à contacter même déjà, voire peut-être à traverser en état de conscience usuel. Et je vous dirai tout à l'heure ce que j'appelle l'état de conscience usuel. Déjà parce que on a de nombreuses résistances, hein, je ne vous l'apprends pas. Et ensuite parce que notre mental, le mien, hein, il est quand même assez high level au niveau de la chianterie. Il nous empêche parfois d'aller explorer d'autres choses qui sont cachées derrière le mental. Le mental, je le considère maintenant de plus en plus, à la fois comme un formidable outil, hein, c'est très chouette, merci, mais aussi comme une méga protection que j'ai moi-même créée à une époque et qui du coup maintenant est mon ami le plus fidèle et aussi quand même qui me pourrit bien la vie des fois. Les deux, indissociables. Donc, c'est pas évident des fois, simplement par le dialogue, d'aller creuser et d'aller contacter les domaines les plus profonds de soi. Mais en même temps, ces problématiques, c'est sûr,
elle pourrait peut-être trouver une issue, une voie de résolution avec des expériences en état de conscience modifié. Le problème, c'est que, premièrement, est-ce que ça ne pose pas des problèmes de contourner les défenses et les résistances de la personne par au revoir Raphaël, par des procédés X ou Y? Est-ce que ça ne pose pas des problèmes au niveau justement de la structure même de la personne, de sa structure psychologique, de sa structure affective, et comment est-ce qu'on fait, encore une fois, pour s'orienter là-dedans? Et puis le deuxième problème, c'est, oui, ok, et je vous montrerai aussi des témoignages là-dessus. Une expérience en état de conscience modifié peut me faire un bond dans mon propre chemin thérapeutique ou spirituel, mais qu'est-ce que j'en fais? Comment j'intègre ça? Et est-ce qu'il n'y a pas besoin, du coup, pour pouvoir mieux intégrer une expérience psychédélique, par exemple, est-ce qu'il n'y a pas besoin d'un accompagnement qui sera un accompagnement non pas en état de conscience modifié, mais en état de conscience usuel pour pouvoir intégrer tout ça? Voilà la problématique que j'avais envie de cerner le plus précisément avant de commencer. Alors, on va passer par 3 étapes. Je vous préviens, hein, ça va durer, je dirais, 1 heure et demie, hein, minimum. Voilà. Prenez votre mal en patience, mais vous pouvez discuter avec moi aussi pendant la conférence. Donc, la première étape, c'est un bref rappel. Pas très, très, très grand par rapport à la conférence Philosophie des EMC où j'ai abordé ça en long et en large parce que là, déjà, vous avez une autre conférence si vous voulez la voir. Et puis ensuite, c'est pas vraiment mon but ce soir, mais quand même, qu'est-ce que ça veut dire état de conscience modifié, hein, de quoi on parle? Et puis ensuite, alors le soin en EMC, comment ça marche? Comment est-ce qu'on peut prendre soin, voire soigner? Et je dis voir parce que c'est pas forcément le fait de soigner ou de guérir. Encore une fois, c'est une appellation qui parfois peut être dévoyée ou travestie. Comment on peut prendre soin à l'aide de l'état de conscience modifié? Et puis, dernier chapitre, les écueils, les abus et la prudence nécessaire. Voilà l'idée. Eh bien, on y va. Alors, mon point de départ, c'est toujours ça. C'est quoi, au fait, la conscience? De quoi je parle quand je parle de conscience? Conscience modifiée, conscience usuelle. Eh bien, je vais la définir progressivement avec vous, mais je peux quand même partir par un truc qui est relativement clair. C'est que contrairement, jusqu'à preuve du contraire, à un ordinateur ou à une intelligence artificielle, j'ai, je crois, un espace intérieur. Un espace intérieur qui est indéfinissable parce que c'est difficile de le mettre en mots, mais je sais qu'il y a un endroit en moi quelque part où eh ben, il y a des choses qui se passent et je sens à la première personne ce qui se passe. Et c'est un peu comme un théâtre et cet espace-là que vous avez aussi, qu'on partage aussi, même si j'ai du mal à rentrer dans le vôtre. Hein. Moi, je ne suis pas encore télépathe. J'essaye, mais j'y arrive pas. Cet espace-là qui nous est propre, eh ben, c'est comme un monde. C'est comme un monde à l'intérieur d'un monde. Et ce monde-là, je l'appelle conscience. Et vous remarquez que ce monde, il ne correspond pas forcément au monde extérieur. Ce qui remplit mon monde intérieur, il est évident qu'il contient beaucoup moins de choses que l'ensemble du monde extérieur, qui d'ailleurs est infini, mais il est aussi peut-être tout aussi évident qu'il contient encore plus de choses que ce que je peux percevoir du monde extérieur et voir lui-même est peut-être infini. Mais là, je ne vais pas trop vite tout de suite, autrement vous allez quitter la conférence alors que je commence à la démarrer. En tout cas, ce monde-là, je ne sais pas quelles sont ses limites, mais je sais que j'ai un espace en moi dans lequel je vis plein de choses. Et des fois, qui n'ont pas vraiment un lien direct avec la réalité extérieure perceptible. Si je vais un peu plus loin et que je me connecte, que je me relie, merci Jean-Claude Van Damme, parce que c'est quand même important de pouvoir se connecter à quelqu'un de fiable comme ça. Du coup, si j'en appelle à Jean-Claude Van Damme avec son fameux To be aware, en anglais, la conscience, elle s'appelle, je vais repréciser tout à l'heure, awareness, mais aussi consciousness. Si je me relie à la première des 2 définitions, la plus simple, elle vient me dire que mon espace intérieur, il est en relation avec l'espace extérieur qui est autour de moi, déjà par la sensation. C'est-à-dire en permanence, je suis affecté par plein de choses, des sensations qui m'arrivent, et ces sensations, elles sont interprétées dans mon espace intérieur de telle ou telle manière. Donc, être conscient, avant toute chose, là j'ai défini la conscience comme une espèce d'espace depuis tout à l'heure, mais là je rajoute que être conscient, en fait, c'est être aware, c'est-à-dire disponible pour que des données extérieures entrent en moi. C'est ça en fait. Parce que si vous regardez
les différents degrés de ce qu'on appelle l'inconscience, pour celles et ceux qui ont fait le PSC1. Alors, je ne sais pas si ça s'appelle encore comme ça maintenant. À l'époque où je l'ai fait, c'était la FPS. Voilà, je crois. Le PSC1, c'est l'attestation de formation en premier secours, là, enfin AFPS. Et si vous avez fait ça, vous savez que ben, parmi les différents critères de test pour voir si une personne est en danger, le premier, c'est la conscience ou l'inconscience. Et du coup, on vient la toucher ou on lui presse le bras et on lui parle, on dit est-ce que tu m'entends? Si tu m'entends, réponds-moi. On teste sa conscience, c'est-à-dire son état de disponibilité, d'ouverture au monde. Et donc, on peut voir que, eh ben, il y a différents degrés d'inconscience. L'inattention, dans laquelle vous allez basculer dans quelques instants, parce que je vous saoule en parlant trop vite, eh ben, c'est une forme d'inconscience. Le sommeil, c'est une forme d'inconscience encore un peu plus grande, mais vous savez qu'il y a différents degrés de sommeil. L'évanouissement, quand, par exemple, j'ai trop bu et que je suis en coma éthylique, ce qui est du coup le premier degré de coma, mais qu'on pourrait appeler aussi évanouissement, c'est une forme d'inconscience encore plus grande, parce que là, je ne peux pas me réveiller comme ça, comme si on me touche ou et on me serre la main et là, je me réveille. Non, quand je suis dans le coma de type 1, c'est plus difficile de me réveiller. Et puis, il y a coma 2, coma 3, coma 4, qui correspond, coma 4, à un état neurovégétatif au niveau cérébral, électroencéphalogramme plat. Et du coup, là, pour le coup, on est presque dans ce qu'on peut appeler la mort en tout cas cérébrale, pas forcément la mort clinique, et qui correspond à vraiment, il y a plus rien qui rentre, quoi. Ça, c'est selon les données scientifiques les plus grossières, entre guillemets, parce qu'on s'aperçoit de plus en plus maintenant, et encore une fois, je ne rentre pas trop dans la controverse, que même dans un état de coma de type 4, il est possible, certaines personnes nous font des récits de leur EMI, expérience de mort imminente, que il y ait des choses qui passent et que je sois quand même sensible à ce qui se passe à l'extérieur. Peut-être même des fois plus, mais bon, pour l'instant, encore une fois, je ne rentre pas trop encore là-dedans. Je commence tranquille en disant, ma conscience, c'est le contraire de l'inconscience, et l'inconscience, c'est donc quand je suis moins conscient, quand je suis moins capable de sentir ce qu'il y a à l'extérieur de moi. Et ça, c'est important parce que on a tendance en général à amalgamer état modifié de conscience et état altéré de conscience. Et on a tendance à remplacer l'un par l'autre. Et des fois, les gens disent, ouais, j'étais dans une expérience d'état de conscience altéré et j'ai vécu ça et ça et ça. Mais un état de conscience altéré, c'est ça. C'est inattention, sommeil, évanouissement, coma. Donc, c'est pas forcément tout état modifié de conscience, c'est pas forcément une altération. Et justement, je vais en reparler parce que c'est super important. C'est super important. Et avant d'en reparler, j'ai besoin, pour que vous compreniez ça, d'introduire une nouvelle manière de définir la conscience, qui est une manière cette fois-ci dynamique. Là, jusqu'à présent, j'ai défini la conscience comme un espace, j'ai défini la conscience comme une disponibilité, donc un état de disponibilité au monde. Et maintenant, je rajoute une troisième manière de la définir, c'est une définition dynamique, c'est la conscience, c'est une intention, ce qu'on appelle l'intentionnalité en philosophie, c'est-à-dire que la conscience, elle se dirige vers quelque chose, elle se porte vers quelque chose, elle a un objet, si vous voulez, elle est portée vers un objet. Et du coup, cette direction, cette intentionnalité de la conscience, elle va être vachement importante quand on va aller observer les états de conscience modifiés. Pourquoi? Là, parce que déjà, toujours pareil, on commence simple avant de compliquer un peu. Cette direction qu'a la conscience, elle est double. Et là, on retrouve les deux appellations anglaises qu'on n'a pas, nous, en français, awareness et consciousness. Awareness signifie conscience perceptive. Quand je dirige mon attention là sur vous, sur l'ordinateur, sur l'écran, sur Pierre qui est en train de mettre ses bras derrière sa tête, sur William qui suit attentivement. Non, je plaisante Pierre. Je suis sûr que tu suis attentivement aussi. Donc ça, c'est l'awareness. Et puis, vous remarquez, en même temps que je perçois, je réfléchis. Et je me dis, est-ce que vraiment Pierre, il est en train de me suivre ou pas? Et donc ça, c'est la consciousness. Est-ce que vraiment je suis en train de vous faire cette conférence? Est-ce que je ne suis pas en train de rêver que je vous fais cette conférence? Ça, c'est toujours une question qui, moi, j'ai du mal à y répondre totalement. Et donc ça, c'est la conscience qui est retournée sur elle-même pour se dire, tiens, il se passe des choses là-dedans, quoi. Dans certains états de conscience modifiés, vous pouvez imaginer, je vais vous en parler plus tard, le fait qu'on ait un peu coupé awareness et qu'il n'y ait plus vraiment un champ perceptif à percevoir va décupler la consciousness, va décupler la réflexivité et on va vivre des tas et des tas de choses à l'intérieur de soi-même. Déjà, ça, c'est une modification de l'état de conscience. Quand j'accentue awareness ou quand j'accentue consciousness, je modifie.
l'état de ma conscience. Vous voyez bien, si je fais de la méditation de pleine conscience, je vais beaucoup miser sur awareness et je vais essayer d'arrêter de cogiter dans tous les sens. Je peux aussi accueillir ces cogitations comme des vagues qui passent et vous revenez à votre respiration. Enfin, vous voyez, ce qui compte quand même, c'est ce que je perçois, awareness de ce qui se passe à l'extérieur de moi et même dans mon corps, vécu comme objet de proprioception. Alors, pourquoi je vous dis ça? Bah pour en arriver à quelque chose de très con et de très simple, c'est que je pourrais définir ma conscience comme une lampe de poche. Vous voyez, je la tiens toujours pareil, j'adore faire ça comme les flics dans les films de série B, comme ça. Je pourrais définir ma conscience comme une lampe de poche qui éclaire quelque chose qui, s'il n'est pas éclairé, existe tout de même, mais est dans l'ombre, est dans l'obscurité. Et à la différence de la lampe de poche, on peut imaginer que ma conscience, elle s'arrête jamais. Est-ce qu'elle est née un jour? Est-ce qu'elle est née avec moi quand je suis né? Honnêtement, j'en suis pas très sûr. Mais bon, je laisse à chacun sa propre croyance là-dessus. Est-ce qu'elle va s'arrêter quand je vais mourir? Ah, j'en suis pas très sûr. Mais je laisse à chacun la liberté de penser ce qu'il veut. En tout cas, ce que je sais, c'est que pour l'instant, elle fonctionne et qu'elle éclaire pas tout. Elle éclaire une partie de la réalité. Et ce qu'elle n'éclaire pas, eh bien, c'est ce qu'on peut appeler, et là, ça y est, on a quelque chose de nouveau qui arrive, on peut appeler ça l'inconscient. Non pas l'inconscience, qui est une altération de ma conscience, mais l'inconscient, qui est l'ensemble de ce qui existe en moi et en dehors de moi sans que j'en sois conscient. Et je dis bien en moi et en dehors de moi. Parce qu'il y a plein de choses qui existent en dehors de moi. Du coup, je décide, moi, contrairement à d'autres, d'appeler ça l'inconscient. Et alors qu'il y en a qui s'arrêtent à ce qui existe en moi, mais qui n'est pas conscient. Et évidemment, en moi, il y a aussi plein de choses qui existent et dont je ne suis pas conscient. Je décide aussi d'appeler ça l'inconscient. Et donc, dans un premier temps, on peut voir que l'étendue de mon inconscient, de ce dont je ne suis pas pour l'instant conscient, dépend du degré d'attention que je porte à ce qui se passe en moi ou en dehors de moi. Mais ça, c'est un truc que je ne peux pas trop maîtriser, vous voyez bien. Je ne peux pas décider comme ça d'un seul coup que, bah ouais, je vais éclairer beaucoup plus large. C'est un travail, c'est un entraînement, c'est quelque chose qui ne se fait pas du jour au lendemain. Et du coup, eh ben, là aussi, il y a quelque chose qui peut être de l'ordre du soin. On va y arriver. Mais juste avant, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, du coup, EMC ne veut pas forcément dire altération. Parce que l'altération, c'est tout ce qui est, on pourrait dire, en dessous de la conscience usuelle normale, qui consiste à percevoir une partie de ce qui se passe en moi. Et du coup, l'inattention, le sommeil, l'évanouissement, le coma, tout ça, on peut dire, oui, c'est des altérations de la conscience. Encore que, hein, mais pour l'instant, on en reste là. Par contre, quand je me concentre à fond sur une activité, quand je présente un vif intérêt pour quelque chose, quand je suis atteint tout d'un coup d'une peur parce qu'il y a un grand bruit derrière moi ou d'un stress intense parce que je vais bientôt monter sur scène, etc., etc. Quand je me mets en méditation, alors là, j'ai atteint l'éveil. Hein, pour moi, c'est pas encore arrivé, malheureusement. Je suis pas sûr que ça va arriver un jour. Mais en tout cas, quand je suis dans des états où j'ai l'impression que là, il y a waouh, une espèce de lumière de ouf qui fait que je comprends des tas de choses que je n'avais pas compris, donc je perçois des tas de choses, bah, tout ça, ce n'est pas des altérations. Et pourtant, c'est des états de conscience modifiés. Et du coup, l'état de conscience modifié, eh bien, il n'est pas forcément que dans un sens. Donc, je répète, au risque de me répéter, altération et modification ne sont pas la même chose. Ça va être super important par la suite. Une petite dernière chose, ou presque pour finir ce premier chapitre. Imaginez, ça c'est une image que j'ai repris à Freud, qui, pourtant je ne porte pas non plus spécialement dans mon cœur pour tout ce qu'il a dit, mais c'est comme ça. C'est l'image de l'iceberg. Imaginez que votre personne, dans son entièreté, soit comme un iceberg, dont une grande partie est sous la surface de l'eau, ce qu'on pourrait appeler l'inconscient, hein, là en rouge à droite, et une petite partie, un huitième pour l'iceberg, beaucoup, beaucoup moins pour la personne humaine qu'un huitième. Une petite partie est émergée à la surface de l'eau. Et ça, on appelle ça la conscience, tout ce que je peux vivre en moi en me rendant compte que je vis ça de manière réflexive. Bon, on pourrait avoir l'impression que si on voulait gagner en conscience, eh ben, on devrait soulever l'iceberg de l'eau pour pouvoir faire que la partie qui est émergée, la partie consciente, eh bien, recouvre une plus grande réalité. Mais vous remarquez bien que ce n'est pas facile.
Et que du coup, si vous prenez vraiment au sens propre la métaphore de l'iceberg, va falloir vraiment y mettre du travail et faire des biceps pour pouvoir soulever l'iceberg. Surtout si, en plus de ça, vous êtes vous-même dans l'eau en train de nager, hein. Là, ça devient vraiment compliqué. Par contre, pousser sur l'iceberg, ça a l'air un peu plus facile. Et ça va faire quoi? Ça va faire qu'il va y avoir une plus grande partie qui va être sous l'eau, qui va être émergée. C'est ce qu'on appelle l'altération de la conscience. C'est-à-dire, il y a moins de conscience et il y a plus d'inconscient. Mais qui dit, si on y réfléchit un peu, hein, plus d'inconscient, dit que, eh ben, du coup, il y a peut-être là quelque chose qui est intéressant pour aller contacter plus facilement des domaines de l'inconscient qui sont plus en masse, qui vont peut-être plus facilement résurger, remonter. Et donc, c'est pour l'instant juste une hypothèse que je n'explique que par une analogie stupide avec un iceberg, hein. Mais l'hypothèse que quand je vais pousser un peu sur l'iceberg dans l'eau et que j'altère un peu mon état de conscience, peut-être que ce que je fais, c'est pas rendre l'individu stupide, mais c'est lui donner des outils pour aller contacter des choses qui se passent en lui, parce que eh ben, c'est plus important la place que prend l'inconscient à ce moment-là. Voilà. C'est une hypothèse. On va essayer de voir si elle recouvre une réalité ou pas. Pour l'instant, j'observe ma journée. Et là, je suis à la fin de la journée, hein. Il est quoi, on va dire 20h15, 20h20. Et je remarque que dans ma journée, ma conscience, elle a tout le temps été modifiée. Parler d'état de conscience modifié, en vrai, c'est pas très, très pertinent parce que la conscience, elle est tout le temps modifiée. Il y a eu ce petit moment où, sur l'autoroute, ce qu'on appelle l'hypnose du sommeil, l'hypnose de l'autoroute, excusez-moi, et j'ai commencé à être dans un état de conscience un peu modifié à force d'avoir les yeux rivés devant comme ça et le volant dans les mains. Et je commence à somnoler un peu. Là, je suis dans un état, on va dire, d'altération de la conscience. Évidemment, ma vigilance, même mon champ de vision, tout ça, c'est un peu moins grand. Mais en même temps, vous remarquez que cette somnolence au volant de ma voiture, elle autorise, là pour le coup, vous pouvez vous souvenir de ce qui vous arrive quand vous êtes comme ça, elle autorise des résurgences de choses inconscientes, de la rêverie, des idées qui me viennent comme ça et qui n'ont absolument rien à voir avec l'autoroute. D'ailleurs, normalement, elles ne devraient pas être là, mais elles sont là quand même. Et du coup, elles autorisent plein de contenus inconscients à ressortir. Et puis tout d'un coup, eh ben, j'ai une petite frayeur. Hein, on va dire une petite frayeur, on n'est pas méchant là ce soir. C'est-à-dire, je m'aperçois que j'ai franchi la ligne blanche à droite et il y a les trucs qui font. Et du coup, ça me met en stress et ça fait que ma conscience, elle va remonter en flèche. Cette remontée en flèche, elle autorise d'autres choses. Elle autorise d'autres contenus de la conscience, comme par exemple, tout d'un coup, je me dis, waouh, j'aurais pu crever en fait là. Et tout d'un coup, j'ai une espèce de résurgence d'autre chose qui n'était pas encore là, qui est l'importance de la vie, de mes relations. Et ça m'arrive aussi. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous remarquez que ce soit en augmentant mon degré de conscience, par exemple lors d'un épisode de frayeur, ou en diminuant mon degré de conscience, que ce soit par exemple dans une somnolence. Dans les deux cas, quand je modifie l'état de ma conscience, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il y a des choses qui arrivent dans ma conscience qui ne seraient pas arrivées si j'étais dans un état qui d'ailleurs n'existe pas, qui serait l'état du milieu comme ça, sans jamais changer d'état de conscience. Ça veut dire que ce soit vers le haut ou vers le bas, la modification de mon état de conscience rend possible l'émergence de contenus qui n'auraient pas été conscients si je n'avais pas eu ces modifications-là. Bon, vous allez me dire, OK, là, vraiment, tu parles pour rien dire. Parce que en vrai, vu qu'on est tout le temps dans un état de conscience modifié, donc ça veut dire qu'on a tout le temps des nouveaux contenus qui arrivent dans notre conscience. C'est vrai, c'est vrai. Pour l'instant, à ce niveau-là, je ne dis pas grand-chose de nouveau. Mais vous allez voir, ça va avoir son importance. Ouf, j'en arrive à quelque chose. Du coup, ça y est, j'ai fini l'espèce de résumé de ce que c'est que la conscience. J'en arrive à quelque chose qui m'intéresse beaucoup plus. C'est, OK, mais alors, les expériences en état de conscience modifié, comment ça marche? Qu'est-ce que c'est? Comment on fait? Et puis, quel rapport avec la thérapie ou avec le soin? On y va. Alors, déjà, je reviens sur le paradoxe que j'ai voulu vous montrer. Ce paradoxe, il nous dit que d'un côté, plus j'augmente mon attention à la vie, et plus j'ai de chances de percevoir une grande partie de ce qui se passe en moi et d'avoir
plein de choses dans mon viseur. Ça, c'est la lampe de poche. Mais d'un autre côté, paradoxe, et hop, j'admets quelqu'un qui arrive. Plus j'augmente mon inattention, donc plus je diminue mon attention, et plus je laisse de place à la résurgence de phénomènes inconscients, des phénomènes qui seraient peut-être pas venus si je me concentrais sur ce qui se passe. Ah, bonjour Laetitia. Salut. Euh, Désolée pour le retard, Il n'y a pas de souci. je m'immerge. Ok, immerge-toi. Moi, je coupe ton son, un Oui, peu comme merci. dans la chanson et je coupe le son. Voilà. Donc, ce paradoxe, en fait, bah, il est un peu fake, hein, comme beaucoup de paradoxes philosophiques, pardonnez-moi, et j'accueille Vanessa. Il est un peu fake parce qu'il tient à une manière de définir la conscience. Et donc, je change un petit peu de perspective. Je vais juste attendre que Vanessa arrive pour pouvoir couper son son aussi. Bonjour Vanessa. Bon, je te laisse arriver. En fait, si je change de perspective, imaginons que, et là, vous remarquez, j'ai vraiment changé, hein, je suis passé d'une flèche verticale à une flèche horizontale. Ça, c'était pour vous dire, il y a tout qui change. Faut plus imaginer ça pareil. Maintenant, je place d'un côté de ma flèche la conscience que je dis normale ou usuelle. Et je la définis, si j'enlève un petit peu mon chat, voilà, qui fait que je n'arrive pas à lire mes slides, hein, c'est con. Voilà, si je la définis comme ça, en disant, bah, dans cette conscience normale, il y a un moi, comment on va dire, il y a moi, hein, comme ça, on va dire ça pour l'instant, qui observe et qui contrôle ce qui se passe en moi. C'est-à-dire qui observe et qui contrôle ce qui a presque, on dirait, le droit d'entrer dans mon espace de perception immédiate, comme un peu un filtre. Ça, c'est ce que j'appelle l'état de conscience usuel. Ça veut dire que quand même, la plupart du temps, et je ne suis pas le seul à penser ça, je pourrais vous sortir un texte de Bergson, par exemple, mais là, ce soir, j'ai décidé que je n'allais pas trop sortir des textes. Mais dans mon état de conscience habituel, eh ben, j'ai un super filtre qui, en permanence, va empêcher tout un tas de choses de rentrer dans mon espace de conscience parce que pour l'instant, ce n'est pas jugé trop utile par mon système, notamment mon système de survie. Et donc, ça, c'est mon état de conscience normal. Là, vous voyez, ce soir, je suis vraiment en train de vous faire une conférence et du coup, ma conscience, elle filtre pas mal de choses qui pourraient se passer autour de moi et déranger ma conférence pour faire en sorte, et ça j'adore parce que j'arrive trop bien à le faire, qu'il n'y ait que ce qui m'intéresse, qui vous soit utile à vous et à moi, qui puisse passer le filtre. OK. Maintenant, et en même temps, il se passe des choses très bizarres sur l'écran de Laetitia, mais je dis ça, je dis rien. En même temps, excusez-moi, de l'autre côté de la flèche, il y a ce que moi j'appelle l'expérience paroxystique. Des fois, j'appelle ça expérience frontière. Il y a plein de sortes d'expériences frontières, je vais vous en parler tout de suite, mais on peut déjà la définir comme ça, c'est que dans l'expérience paroxystique, il n'y a pas grand monde qui la vit de manière vraiment pleine et entière. Il n'y a plus de moi, il n'y a plus de réflexivité, il n'y a plus personne pour éclairer ce qui se passe en moi. Et pourtant, il se passe des tas de choses. Et donc, c'est un truc qui est vraiment difficile à définir parce que, étant donné qu'il n'y a plus de réflexivité et qu'il n'y a plus personne pour dire il y a quelque chose qui se passe, normalement, il ne se passe rien. Normalement, on est dans le blackout, on est dans l'écran noir, on est dans il n'y a rien. Et pourtant, je peux vous le garantir, il y a des tas de choses qui se passent. Mais vraiment difficile à définir et impossible à décrire. Ça, c'est ce que j'appelle l'expérience paroxystique. Alors, je l'appelle aussi extase, déjà parce que c'est franchement vachement cool, et ensuite parce que d'avoir le moi qui se tait, et ensuite parce que bah, extase, c'est vraiment en dehors de ce qui peut être parlé, décrit, etc., etc. Entre ces deux extrêmes, qui sont la conscience usuelle et l'expérience paroxystique. Eh bien, il y a tout un panel de MC, des états de conscience modifiés, qui peuvent être définis et que j'ai envie de définir ce soir comme étant, il y a un moi, il y a une réflexivité, il y a quelqu'un qui sait qu'il est en train de vivre quelque chose et qu'il observe qu'il est en train de vivre quelque chose, mais qui observe que ses filtres habituels ne marchent pas vraiment parce qu'il est débordé par ce qui se passe en lui, littéralement débordé. Et j'aime bien en général prendre cette métaphore, vous remplissez une baignoire d'eau et vous continuez à laisser le robinet ouvert. Eh bien, ça déborde de toutes parts. Et ça, c'est un état de conscience modifié. Voilà, c'est vraiment une manière super simple de le définir. D'où la question. Non, tu veux plus changer de... Ah, ça y est. Non, pas la question, pas pour l'instant, pas tout de suite, bientôt. Je prends un exemple, le rêve, parce que ça, c'est cool. On fait tous des rêves et parfois même on s'en rappelle.
Mais si vous réfléchissez un peu au rêve, qui est un état de conscience modifié, dans mon schéma vertical de tout à l'heure, la préhistorique, on pourrait le placer dans les états altérés de la conscience. Pourquoi? Bah parce que déjà, il n'y a plus trop de réflexivité, sauf quand je suis en rêve lucide, évidemment. Et ça, c'est vraiment chouette, mais ça n'arrive pas si souvent. On va en parler un peu. Les pensées, elles sont plus confuses. Un des critères pour distinguer le rêve de la réalité, c'est de se dire, bon, là, c'est du gros n'importe quoi. Du coup, je pense que c'est un rêve. Et puis aussi, il y a résurgence d'un matériau inconscient. Et donc, on peut se dire, bah voilà, donc on est en altération de la conscience qui fait qu'il y a résurgence d'un matériau inconscient. On est en train d'appuyer sur l'iceberg. Ça, ce serait la définition classique du rêve. Mais en fait, quand j'y réfléchis, et si vous voulez bien y réfléchir avec moi, je me pose une première question. Le degré d'intensité émotionnelle et donc le degré de vivacité de la conscience dans le rêve. Est-ce que vraiment c'est le même que celui de la somnolence? Est-ce que vraiment on peut dire que c'est une altération de la conscience? Est-ce que mon attention, elle n'est pas vraiment là? Est-ce que je ne suis pas à 110 000% dans mon rêve quand je rêve? Et vous voyez, si je vais un peu là-dedans, je me rends compte qu'il est possible que je rêve et que ma conscience réflexive soit moins là pour me dire « Ouh là là, ce que tu vis, c'est n'importe quoi » et que du coup, je me crois vraiment en train de vivre quelque chose. Et en fait, je le vis vraiment, hein. Mais bon, ça n'arrive pas, de dire en dehors de moi, quoi. OK. Mais n'empêche qu'il est possible que j'ai pas la réflexivité que j'ai dans l'état de conscience diurne, mais que ma conscience, elle soit à fond. Elle soit vraiment à fond. Et que je vive vraiment plein de choses. Et vous remarquez, c'est un premier exemple, le rêve, qui est magnifique pour illustrer ce que ça peut faire que d'être entièrement en train de vivre quelque chose tout en ayant une réflexivité qui, elle, est un peu moins là. Et donc une capacité à, par exemple, se questionner sur est-ce que c'est vraiment quelque chose que je vis ou pas, qui, elle, n'est pas vraiment là. Première question. État de conscience à part, en fait. Et puis, deuxième question, est-ce que vraiment je peux comparer l'état de conscience du rêve à l'état de conscience dans lequel je suis quand je suis réveillé? Et avec quels critères je comparerais ça? Comment je ferais pour comparer ce que ça fait, vous voyez, ce que ça fait que de rêver et ce que ça fait que d'être réveillé? En fait, si j'y réfléchis, je vois que c'est deux expériences qui sont quand même à part l'une de l'autre, où c'est très très difficile de créer des ponts, sauf avec le rêve lucide, qui lui est intéressant parce qu'il permet de créer des ponts. Le rêve lucide, comment je le définis moi? Eh bien, comme le fait que je suis en train de rêver et que je sais que je suis en train de rêver, et que vu que je sais que je suis en train de rêver, mais que je choisis quand même de rêver et d'être à 110 000% dans mon rêve, ce qui est vraiment chouette, je sais aussi que je peux me diriger de telle ou telle manière dans mon rêve. Le rêve éveillé, le rêve lucide, pour moi, pardonnez-moi, le rêve éveillé, c'est un peu la même chose, mais qu'on fait pendant la journée. Le rêve lucide, c'est un peu comme si j'étais dans un jeu vidéo dont je n'ai pas construit le décor. Enfin, la part de moi consciente, hein, et filtrante dans la journée, elle n'a pas construit le décor. Il y a des grandes chances qu'il ait été construit, hein, le décor, hein, par une autre part de moi. Mais bon, en tout cas, c'est pas moi qui ai voulu que ça se passe comme ça, quoi. Mais je suis dans le rêve et je m'oriente comme dans un jeu vidéo et je suis aux manettes et je vis plein de choses. Et en plus de ça, je sais que je suis dans un jeu vidéo. Ça, c'est ce que j'appelle le rêve lucide. C'est quand même assez chouette, mais ça n'arrive pas si souvent. N'empêche que c'est un état de conscience modifié, ok, qui me montre une chose, c'est que, bah, il n'existe pas un rêve, mais plein de rêves différents. Je vais y revenir. Plein de qualités de rêves différents, plein de textures de rêves différents. Et que, n'empêche, si on veut amalgamer tout ça dans un grand concept qu'on appelle rêve, c'est quand même pas la même chose que quand je suis réveillé. C'est quand même très différent. C'est un état de conscience modifié qui a une couleur différente de l'état de conscience normal. J'ai pas envie de dire qu'il y a un degré plus ou moins grand que dans la conscience usuelle. J'ai pas envie de dire ça parce que, en fait, ça veut pas dire grand-chose là pour moi. C'est plutôt comme s'il y avait autre chose. Si vous voulez, en philosophie, on dirait c'est pas une différence quantitative, c'est une différence qualitative. C'est une autre qualité que celle de la conscience usuelle. Et c'est pour ça que, voilà, je vous disais, en fait, si on voulait mettre le rêve dans ce nouveau schéma entre conscience normale et conscience et expérience paroxystique, eh ben, on verrait bien qu'il y a une extension. Nos rêves peuvent aller de quelque chose qui se rapproche beaucoup de la conscience normale vers les rêves lucides à quelque chose qui se rapproche plus de l'expérience paroxystique dans les rêves dans lesquels j'ai le moins de réflexivité possible. Et vous remarquez que c'est pas parce que j'ai moins de réflexivité que ma conscience est moins là. C'est pas vraiment ça. C'est qu'elle est très différente. OK? Elle est très différente de la conscience usuelle.
Voilà, ça c'était pour vous permettre de mieux envisager la texture de ce que peut être une expérience paroxystique. Alors j'en viens, ça y est, à tadam, ma question. Comment qu'on fait pour créer des états de conscience modifiés avec lesquels on va pouvoir bosser, notamment en thérapie? Eh bien, on a à peu près 1 million de moyens. Mais je vais vous en donner quelques-uns et je suis sûr que j'en aurais oublié plein là-dedans. Il y en a plein que vous connaîtrez, plein que vous ne connaîtrez pas, et il y en a que vous avez déjà expérimenté et d'autres que vous n'avez pas expérimenté. Sachez que il y en a encore beaucoup plus. Et je les ai mis, vous voyez, plus à gauche, plus à droite, en me disant, bon, bah, il faut bien que je les mette quelque part. Et j'ai essayé à peu près de faire en sorte que ce que je mette à gauche se rapproche plus de la conscience dite usuelle ou normale, et que ce que je mette à droite de mon écran se rapproche plus d'une expérience paroxystique. Mais en vrai, c'est vraiment pas aussi simple, hein, parce que là, je suis en 2D et la réalité est en 10 millions de D. Du coup, c'est pas vraiment la même chose. Bon, je peux quand même dire que l'expérience du jeûne, c'est un état de conscience modifié, très clairement. Parce que je suis notamment dans une acuité intellectuelle, voire perceptive, beaucoup plus grande que quand j'ai bouffé un steak charal. Voilà, pardonnez-moi cette vile référence. Mais j'ai pas du tout le même état de conscience. La danse derviche, c'est pareil. Quand je me mets à tourner en rond comme un fou là pendant plusieurs minutes, si vous essayez et que vous chopez pas la gerbe, si vous chopez la gerbe, dites-vous que c'est un état de conscience modifié aussi, c'est cool. Mais si vous chopez pas la gerbe et que vous continuez à danser, ben vous verrez que vous changez d'état de conscience. Et quand vous faites du pranayama, il y a plein de sortes de pranayama, de yoga du souffle, vous changez d'état de conscience. Et aussi quand vous prenez un petit rumipoto, comme moi tout à l'heure, pour pouvoir me recentrer, c'est un mélange de tabac et de cendres sacrées. Vous changez aussi un petit peu d'état de conscience. Et ça, c'est des états qui sont, on va dire, légèrement modifiés. Ok, je ne suis pas en transe après avoir pris un rumipoto, quoique il y en a qui peuvent quand même être bien costauds. Quand vous commencez, par exemple, à faire de l'hypnose ericksonienne, là, vous basculez quand même si vous êtes totalement conscient de ce qui se passe et que vous vous dites, il n'y a rien qui se passe. Et l'autre, il vous dit, si, essaye de décoller tes deux doigts. Oh, j'y arrive pas. Bon, là, je fais de la grosse caricature, hein, d'accord. Mais, euh, mais j'aime beaucoup l'hypnose ericksonienne. Là, vous remarquez qu'il y a quelque chose de plus qui s'est passé et qui vous rapproche un petit peu plus de, oh mince, il y a des phénomènes qui se passent dans mon corps que j'arrive pas à maîtriser. Débordement. Si vous êtes sensible au tambour chamanique, on est plus ou moins sensible au rythme comme ça, lancinant du tambour, vous pouvez vraiment, donc on pourrait vraiment le déplacer quasiment tout à droite pour certaines personnes, rentrer en transe très profonde. Le kambo, c'est pareil, ce poison de la grenouille amazonienne vous met dans un état de conscience modifié qui peut aller jusqu'à l'évanouissement pour certaines personnes, mais qui, c'est sûr, vous laisse pas indemne, comme ça. Ça, c'est très clair. Par contre, c'est pas quelque chose qui va vous faire, par exemple, avoir des hallucinations. La MDMA, cette fameuse molécule qu'on a appelée l'ecstasy dans les rêves parties et qui, je vous montrerai tout à l'heure, est employée aussi de manière thérapeutique, notamment aux États-Unis, en Angleterre, en France aussi, mais de manière pirate, parce que c'est pas légal. Et aux États-Unis, c'est en passe de devenir légal. C'est vraiment intéressant. La MDMA modifie l'état de conscience de certaines manières, pas beaucoup, c'est assez léger par rapport à d'autres substances psychédéliques comme la psilocybine, donc les petits champignons, le LSD, donc l'ergot de seigle, la kétamine, qui est quand même à la base un anesthésiant pour cheval. Donc, moi, je conseille à personne de prendre ça, mais bon, vous prenez vos responsabilités. Alors après, pour rentrer dans les substances plus naturelles, la datura, la manita muscaria, le peyote, le San Pedro, l'ayahuasca, l'iboga, tout autant de substances qui partout dans le monde sont utilisées pour pouvoir modifier plus ou moins l'état de conscience. Vous voyez, par exemple, si on prend l'iboga, ben on a un état de conscience qui est très, très lourd et pesant au niveau du corps. Par contre, l'esprit, lui, il va à 110 000 à l'heure et c'est comme si vous étiez HPI, l'espace d'un instant. Et ceux qui sont HPI, ben, c'est HPI au carré. Et du coup, des fois, c'est quand même vraiment pas supportable, mais ça dure un certain temps. Si vous prenez l'ayahuasca, c'est encore un autre effet qui va plutôt être au niveau de l'énergie de vie, de l'énergie de feu, de l'énergie de la Kundalini, d'énergie comme ça, mais ça peut être des milliers d'expériences différentes avec la réflexivité qui est un peu moins là, même des fois carrément débordée. Si vous prenez les constellations familiales et systémiques que j'ai mis un peu plus à gauche en vert, qui s'appelle c'est CFS, constellation familiale et systémique, on sait très bien que ça modifie l'état de conscience de se mettre
dans la peau de quelqu'un, de représenter un personnage d'un système et de décider d'accorder la pleine et entière attention à ses sensations. Et là, on est dans un état de conscience modifié qui peut même des fois aller jusqu'à la transe aussi. Ce que j'appelle la transe, c'est quand je maîtrise plus grand-chose de ce qui se passe en moi. OK? La respiration holotropique dont je vous parlais, je l'ai mise au milieu. Je ne sais pas trop où la mettre parce que ça peut aller du ça me fait rien, monsieur, comment je fais, jusqu'au ah, enfin un truc que voilà, je ne vais pas vous décrire comme ça tout de suite, mais qui peut être vraiment très intense. La question d'isolation sensorielle, on va y venir juste après avec John Lilly. Le Buffo alvarius, du coup, qui est tout à droite, c'est une des expériences d'état de conscience modifié les plus extrêmes qu'il m'ait été donné de vivre. Vraiment très, très, très intense au niveau du fait que bah, là, il n'y a plus personne vraiment pour pouvoir décrire ce qui se passe. Mais pourtant, il y a vraiment quelque chose d'incroyable qui est en train de se passer et je ne peux pas mettre de mots là-dessus. Ce que je sais, c'est que quand on l'a vécu une fois, on n'a pas envie d'y retourner tout de suite, tellement c'est intense. Le yopo, qui est la même molécule, mais de manière végétale et non pas animale. Et puis ensuite, les EMI, donc les expériences de mort imminente, qu'on vit pas très souvent dans sa vie. Hein. En général, il y a, je crois, 1 ou 2% de la population qui en a vécu une. Et il y en a 0, je ne sais pas combien qui en a vécu 2 ou 3 dans sa vie. Et en général, ils disent que c'est parce qu'ils n'avaient rien compris à la première. Donc, c'est intéressant. Ça amène à se demander comment je fais pour intégrer une expérience. Bon, donc ça, c'est pour vous dire, vous avez possibilité, si vous avez envie, de tester les expériences en état de conscience modifié de plein de manières. Et du coup, la question qui va venir quand même, c'est oui, mais pour en faire quoi? Alors, juste avant de répondre à sa question, il y en a une autre qui vient d'arriver parce qu'on me la pose très souvent. Oui, mais monsieur, dans ce schéma, on remarque des expériences qui ne font appel à aucune substance extérieure et d'autres qui font appel largement à des substances extérieures. Est-ce que, déjà, ce sont les mêmes expériences? Est-ce qu'on va aussi loin si on prend rien que si on prend quelque chose? Et puis, est-ce que c'est pas un petit peu, comment on va dire, tricher que d'introduire une substance extérieure en soi, parce que là, c'est sûr qu'on va venir déséquilibrer tout le métabolisme. Et alors, moi, en général, je réponds, quand même, déjà, si tu regardes ce que tu fais quand tu respires de manière intensive, en respiration holotropique, que tu fais comme ça pendant 5 ou 10 minutes, normalement, tu inspires beaucoup plus d'air que ce que tu devrais inspirer normalement. Et du coup, tu introduis une substance extérieure en excès dans ton corps par rapport à ce qui devrait se passer. Du coup, c'est quand même une substance extérieure, l'air. Hein. Et du coup, c'est pas juste toi qui as fait ça tout seul. Et puis, cette substance extérieure, elle va venir modifier tout ton métabolisme gazeux, au niveau notamment de l'échange de gaz au niveau du sang. Et du coup, ben, elle est l'introduction d'un état de déséquilibre externe. Jamais, tout seul, tu aurais fait ça, t'hyperventiler sans aucune raison. Non, enfin, a priori, moi. Hein. Quand tu commences à tourner très vite autour de toi-même, c'est pareil. Tu fais quelque chose que tu n'aurais jamais fait dans ton état de conscience normal et sans raison. Quand tu enlèves toute la nourriture, c'est pareil. Tu viens vraiment bouleverser ton métabolisme. Bouleverser au niveau des filières, notamment des filières métaboliques internes, au niveau de la digestion et tout. Tu bouleverses tout. Donc ça, c'est la première chose. En réalité, je crois que pour modifier son état de conscience de manière intense, il va falloir, et je vais y venir plus tard, déséquilibrer le système. Et déséquilibrer le système, c'est quelque chose qu'on n'a pas envie de faire, naturellement. Ça, c'est très clair. Et puis, deuxième question, toutes les substances externes que je peux ingérer, que ce soit la DMT, que ce soit l'ibogaïne, que ce soit la psilocybine et je sais pas, la mescaline, et j'en passe et des meilleurs, toutes ces substances-là, est-ce qu'elles rajoutent quelque chose à mon expérience, comme par exemple des hallucinations? Je n'aurais pas eu d'hallucinations si je n'avais pas ingéré cette substance. Ou est-ce qu'elles ne viennent pas enlever quelque chose? Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de considérer comment est-ce qu'elles peuvent venir enlever des choses en soi pour pouvoir permettre, c'est l'hypothèse que je donnais dans l'autre conférence philosophie des EMC, pour pouvoir permettre à la conscience d'avoir un ou deux filtres en moins. Alors, par exemple, juste une donnée qui est scientifique, hein, qui n'est pas du tout ésotérique, c'est que la molécule, une des molécules principales de l'ayahuasca, puisqu'il y en a plusieurs, qui est contenue dans la Banisteriopsis caapi, la première des plantes qui est dans le breuvage ayahuasca et qui a donné son nom à l'ayahuasca. Ayahuasca, c'est le breuvage, mais c'est aussi la plante elle-même, Banisteriopsis caapi. Du coup, dans cette plante-là, il y a ce qu'on appelle un IMAO.
un inhibiteur de monoamine oxydase. En fait, cet IMAO, ce qu'il fait, c'est qu'il empêche notre corps de synthétiser et donc de casser la molécule qui est ensuite est aussi ajoutée dans la boisson ayahuasca, qui est la DMT, et qui peut provenir de plein de plantes, la chacruna, la chelipunga, le mimosa et plein d'autres. Et cette molécule-là, le corps la produit aussi. Il la produit naturellement, mais en petite quantité. Mais il la produit, mais tous les jours, eh ben, il la détruit. C'est-à-dire, il la synthétise et ça fait d'autres molécules. Il y a des expériences qui sont en train d'être menées pour voir quel est le rapport entre l'arrêt de la destruction de la DMT et les expériences de mort imminente, ou les rêves même, ou d'autres états de conscience modifiés. Donc ça, c'est des expériences scientifiques que je laisse où elles sont, qui sont très intéressantes, mais qui, moi, ne me passionnent pas, parce que ce que je sais, c'est que ce soit mes molécules à moi de DMT ou celles que je vais ingérer en masse quand je veux prendre une boisson d'Amazonie, par exemple, eh bien, je n'en ferai rien si je n'avais pas cette autre boisson qui est là pour pouvoir m'empêcher de ne pas vivre l'expérience. Vous voyez, double négation. Si elle m'empêche de ne pas vivre l'expérience, elle va m'autoriser à la vivre. Et donc, bah, des fois, j'ai besoin d'introduire des substances extérieures pour pouvoir court-circuiter les filtres que je mets entre moi et certains domaines de moi, entre moi et certains aspects de la réalité. Et donc, eh ben, je dis, OK, s'il faut en passer par là, que ce soit en tournant très vite ou en respirant très fort ou en buvant telle ou telle substance, pour pouvoir enlever certains filtres, bah, j'y vais et je vois ce qui se passe. Voilà, ça c'était la réponse à la question, est-ce qu'on a besoin de rajouter des substances pour pouvoir modifier la conscience? Bon, vous remarquez, je prends 3 plombes pour pouvoir arriver aux soins et à la thérapie. Mais on y arrive. John Lilly, le fameux. Donc, si vous voulez un peu mieux comprendre son histoire, je fais de la pub. J'ai écrit un bouquin là-dessus il y a quelques années, je ne sais pas, 5, je crois, ou 3, enfin, je ne sais plus, qui traite de ces expériences avec le question d'isolation sensorielle. C'est un question qui est vraiment intéressant parce que il fait tout pour qu'on ne sente le moins possible les choses qui sont à l'extérieur. C'est-à-dire qu'on est dans une bulle comme ça qui est totalement obscure. Qui est totalement insonorisée. Donc déjà, je coupe la vue et je coupe l'audition. Et puis, donc il n'y a rien qui sent à l'intérieur, il n'y a pas de parfums qui sont diffusés, donc je coupe l'odorat. Et puis, on flotte dans une eau qui est chargée en chlorure de magnésium et qui est à température du corps humain. Du coup, au niveau proprioceptif, on a vraiment l'impression de plus sentir grand-chose parce que l'eau étant à la même température que le corps humain, eh ben, on ne sent pas grand-chose au niveau de la peau. Et puis, vu qu'on flotte, eh ben, on n'a même pas le contact avec le sol. Donc, on est quasi en apesanteur et on flotte sur l'eau, quoi. Alors, des fois, dans les caissons modernes, on nous donne un petit coussin pour mettre sous la tête pour pas que les oreilles elles soient sous l'eau parce que des fois, c'est désagréable. Mais n'empêche que euh, on a ce qu'on appelle une privation sensorielle. Et qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Eh bien, il se passe que les résurgences de l'inconscient, on n'est pas en train de dormir, hein. On n'est pas en train de somnoler. Les résurgences de l'inconscient, de choses qui sont enfouies en nous, alors il faut rester un certain nombre d'heures quand même dedans. 1 heure, 2 heures, c'est pas suffisant. Il faut rester un peu plus. Eh bien, elles se déchaînent de plus en plus. Et John Lilly, là, il a fait ça pendant des années et il a montré que c'était quand même des expériences assez similaires à celles procurées par le LSD. Et il en parle en connaissance de cause parce qu'il a aussi passé pas mal d'années à faire des expériences avec le LSD. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que là, pour le coup, ce n'est pas l'introduction d'une substance extérieure qui modifie l'état de conscience, c'est simplement la privation sensorielle. Et le fait que quand je suis seul face à moi-même, comme dans les expériences de vision, par exemple, dans une forêt avec rien à faire et en jeûne sec pendant 4 jours et 4 nuits, il y a un moment donné où je ne peux plus éviter de me regarder. Et quand je me regarde, il se passe plein de choses au niveau de ma conscience. Alors, ça m'amène à essayer d'examiner et de comprendre avec vous quelles sont les techniques que l'on peut utiliser pour pouvoir justement modifier son état de conscience. Depuis tout à l'heure, j'en ai un peu parlé, mais je vais essayer de les définir plus attentivement. Du coup, la première, c'est utiliser. Alors, il y en a une, je ne sais pas si je l'ai écrite, je ne l'ai pas écrite, c'est la privation sensorielle, c'est du coup couper l'essence le plus possible. OK. Il y en a une autre, c'est utiliser la répétition. La répétition, le rythme lancinant, quand je tourne en rond tout le temps avec le même rythme ou quand je suis au son du tambour, ça, c'est très clair que ça modifie l'état de conscience.
Il y a aussi l'idée, et ça marche très bien, d'affaiblir l'équilibre corporel. Affaiblir l'équilibre corporel avec, par exemple, le jeûne ou avec la privation de sommeil, qui est beaucoup plus dangereuse pour moi que le jeûne au niveau métabolique, ou avec l'introduction d'un poison, par exemple, comme le kambo, qui vient clairement affaiblir l'état corporel dans un premier temps, même s'il renforce les défenses immunitaires. Le kambo, ça c'est assez cool pour ça. Dans un premier temps, vous avez quand même l'impression que vous êtes en train de crever un peu. Et du coup, le corps, il crie dans tous les sens. Et donc, ça provoque un état de conscience modifié. Ou alors, au contraire, saturer la conscience perceptive. Ça, c'est très employé en hypnose. C'est ce que j'emploie aussi en respiration holotropique. C'est-à-dire, on va surcharger la conscience d'un certain nombre de données. Au lieu de la priver de données, on la surcharge. C'est par exemple en hypnose, la spirale sensorielle, où je ne veux pas la définir là parce que ça va être trop long, mais où on demande à la personne de penser à un truc, à un autre truc, à un autre truc, enfin de sentir un truc, à un autre truc, à un autre truc. Ou alors en respiration anthropique, eh ben, en même temps que je m'hyperventile, j'ai une musique très très forte, très chamanique, très tribale qui va venir rentrer en moi pleinement et saturer mon espace de conscience. Et donc ça, c'est très clair que ça va provoquer comme une réaction interne du métabolisme qui va libérer tout un tas de choses en moi que je vais pouvoir exploiter. Alors, ça peut être donné, comme je disais, dans le Cambo ou dans le Buffo aussi, à la personne l'expérience qu'il meurt d'une certaine manière à sa vie usuelle, créer une sorte de sidération de la conscience, comme dans l'EMI ou comme dans la chute, par exemple, puisque parmi les gens qui ont vécu des EMI, il y en a quand même un certain nombre qui l'ont vécu non pas parce qu'ils étaient dans le coma, mais parce qu'ils étaient en chute. Et c'est Albert Heim, que j'ai étudié aussi à l'époque, un alpiniste qui a recensé tout un tas d'expériences de mort imminente pendant que la personne chutait d'une montagne. Alors des chutes qui sont assez longues quand même, et il faut imaginer que la personne, elle s'en sort en bas, parce qu'autrement, elle ne pourrait pas nous dire ce qui s'est passé. Il y en a, par exemple, ça c'est Bruce Grayson qui avait étudié aux États-Unis. Il avait retrouvé 10 rescapés du Golden Bridge, qui est un pont tristement célèbre parce que les gens vont se suicider là-bas, et 10 personnes qui n'avaient pas réussi à se suicider. Hein, c'est con parce que quand même, il est assez haut le Golden Bridge. Et pardonnez mon cynisme. Et du coup, qui avait vécu des expériences de mort imminente et qui disaient ce qu'ils avaient vécu pendant leur chute. Donc là, c'est une sorte de sidération de la conscience. Je vous conseille pas quand même, hein, je suis vraiment pas partisan du saut du Golden Bridge pour pouvoir modifier son état de conscience. C'est pas très chouette. Donc ça, c'est des techniques, mais il en existe plein d'autres de techniques. Et ce qui est important, donc j'y reviens, et là je vous donne un petit texte, c'est la création du déséquilibre. Et du coup, je vous lis deux extraits de Carl Gustav Jung, qui est un psychanalyste. Alors, certains refusent de dire que c'est un psychanalyste, mais bon, on s'en fout. On va dire que c'est un psychologue et philosophe. Et le premier extrait, je déplace mon texte. Voilà. Premier extrait. Plus la conscience se trouve influencée par des préjugés, des erreurs, des fantasmes, un mental excessif. Bon, la conscience normale, quoi, plus s'élargit le fossé déjà existant entre la conscience et le monde, jusqu'à la dissociation névrotique, amenant une vie plus ou moins artificielle, très éloignée des instincts normaux, de la nature et de la vérité. Et voilà ce que dit Jung dans un autre texte que je mets ensemble pour pouvoir avoir un lien quand même. La névrose, qui est donc une maladie quand même psychologique. La névrose est donc une perte d'équilibre de la conscience, qui peut être d'ailleurs quelque chose de salutaire, puisque grâce à elle, le conscient défaillant sera remplacé par l'activité automatique et instructive de l'inconscient. Celui-ci visera à la reconstitution d'un nouvel équilibre, but qu'il est capable d'atteindre si le conscient est en état d'assimiler les contenus produits par l'inconscient, c'est-à-dire de les comprendre et de les intégrer. Là, il y a toute la fin de ma conférence qui tient dans cette phrase-là, enfin pas tout, mais presque. L'idée 1, que créer un déséquilibre, faire perdre pied à la conscience usuelle, c'est quelque chose qui peut être thérapeutique. Et c'est quelque chose qui est, si j'avais envie de personnifier la vie ou la nature, c'est quelque chose qui est utilisé communément par la vie, puisque des maladies, des accidents, des névroses, des sources de déséquilibre, on en vit plein, tout le temps. Pourquoi alors est-ce que on n'en tire pas plus parti? Ben, peut-être parce qu'il manque la deuxième chose et qui est vachement importante et qui fait que tout état de conscience modifié vécu de manière sauvage et sans un accompagnement avec peut-être carrément dangereux.
c'est l'accompagnement à la compréhension et à l'intégration. Et c'est là que j'introduis le côté thérapeutique. Un état de conscience modifié est en soi un processus thérapeutique. Ça, c'est très clair. Mais pour qu'il ait une portée bénéfique pour l'individu, il va falloir qu'il soit accompagné et qu'on puisse comprendre ce qui se passe. Parce que autrement, eh ben, on va peut-être pas aller là où on voudrait aller. Et j'essaye de clarifier tout ça. Bon, voilà, j'ai déjà dit tout ce qu'il y avait dans cette slide. Je le répète quand même vite fait. Donc, déjà, vous dire, vous le savez peut-être déjà, que de manière assez intéressante, en grec, le concept de pharmakon, qui a donné la pharmacie, signifie à la fois poison et médicament. Déjà, on le sait, parce que ce qui est poison peut être médicament, ça dépend du dosage, et ce qui est médicament peut être poison. On le voit bien avec le kambo, par exemple, mais on le voit très bien avec l'homéopathie, qui quand même, à chaque fois, c'est des plantes qui sont pas très, très sympas si on les prend de manière un peu plus conséquente. Par exemple, je sais pas, la belladone, de belladonna, l'arnica, l'IPK, ou j'en passe et des meilleurs, ce sont tous des poisons. OK. Mais du coup, pour revenir à notre propos, au-delà de ça, certains procédés qui déséquilibrent la conscience, du coup, comme les maladies, les accidents ou les expériences en EMC, permettent de reconstruire un nouvel équilibre. C'est ce que je vous disais. Pourquoi? Ça, je ne l'ai peut-être pas assez précisé. Eh bien, parce que, et c'est ce que disait Jung dans le premier texte, les ancrages sur lesquels repose notre conscience usuelle, notre conscience normale, ces ancrages qu'on a bâtis depuis très longtemps dans notre enfance, parfois, eh ben, ils ne sont pas super stables. Et parfois même, ils reposent sur des stratégies excessives pour nourrir des besoins. Je ne vais pas tout vous refaire. L'idée quand même qui est très importante pour moi, c'est que quand mes besoins ne sont pas nourris quand j'étais enfant, eh ben, je vais bâtir des stratégies pour essayer de les nourrir coûte que coûte. Et ces stratégies qui sont pas très, très rationnelles, souvent, je vais les garder toute ma vie. Et du coup, ben, ça me donne un ancrage qui n'est pas très, très stable, un peu vacillant parfois. Ça, hop, je réelle mes pierres, ça rend intéressant le fait d'aller explorer les ancrages. Et vous savez quoi? Eh bien, les états de conscience modifiés vont quasi systématiquement explorer les ancrages. Ce qui fait que ben, pendant un certain temps, ce n'est pas tout à fait confort. Il y a souvent dans les accompagnements que je fais en EMC des phases où la personne me dit ouais mais là du coup je vacille quoi, je suis pas super confortable. Et moi-même qui bosse quand même beaucoup avec différents états de conscience modifiés, assez souvent je suis là waouh là comment je fais pour intégrer ça? Et ça prend du temps et je me fais accompagner parce que j'ai pas la prétention de savoir résoudre tout seul tous mes problèmes très clairement. N'empêche que ce déséquilibre, il va aussi permettre donc un rééquilibrage et, alors ça c'est le mieux qui puisse nous arriver, il va nous amener à découvrir de nouvelles ressources. C'est quand même le point de départ de l'hypnose d'Erickson que de dire que l'inconscient, contrairement à ce que disait Freud, recèle des ressources incroyables. Et c'est la thèse de Jung avec les archétypes de dire que ces ressources, elles étaient là bien avant moi, elles sont transgénérationnelles et heureusement, les transgénérationnels ne m'ont pas filé que de la merde, parce qu'il m'en a filé quand même une bonne couche aussi, mais aussi des ressources que je peux utiliser. Et donc, les EMC me permettent d'aller puiser là-dedans. Alors, je m'avance, comme toujours, beaucoup sur les slides qui vont venir. Et du coup, bah, j'y vais sur ces slides. Je ne sais pas si je vous reparle d'Aldous Huxley, je vous en parle à chaque conférence, juste pour vous dire très brièvement que ce gars-là, qui est quand même pas un psychopathe, c'est un psychonaute, c'est pas tout à fait pareil. Il a écrit des tas de romans dans sa vie, c'est quand même lui qui a écrit Le meilleur des mondes et Retour vers le meilleur des mondes. Il a commencé sa vie de manière très sceptique, voire cynique, et il l'a fini pendant les 10 dernières années de sa vie en expérimentant sous contrôle médical et de manière thérapeutique la mescaline, qui est la substance active du cactus peyote ou du San Pedro, et le LSD, qui est du coup la substance active de l'ergot de seigle, qui pousse communément dans nos campagnes. C'est un champignon qui attaque le seigle. Et donc, avec ces expériences-là, il a contacté des tas de choses super intéressantes. Et donc, il y a des livres que vous pouvez lire, comme par exemple Il, qui est son dernier roman, qui est juste avant qu'il meure, qui est très intéressant, ou Les portes de la perception, où il en parle très, très bien, qui est très intéressant aussi, et où il décrit notamment plusieurs états qui sont des états de conscience modifiés, dont le premier n'est pas le plus intéressant pour lui, puisque c'est l'état dans lequel, waouh, les couleurs sont plus vives, waouh, je plane, waouh, j'aime les gens qui m'entourent. Et pour lui, ce n'est pas le truc le plus intéressant. Ce qui est le plus intéressant, c'est ce qu'il y a derrière ça, c'est l'angoisse de découvrir
ce qu'il appelle la strate existentielle, de découvrir que fondamentalement, et c'est là-dedans que tombent pas mal de gens quand ils font ce qu'on appelle des bad trips, fondamentalement, la vie n'a pas de sens. Fondamentalement, il n'y a rien qui remplit de manière significative les choses et les êtres qui m'entourent. C'est quelque chose qui est de l'ordre du vide absolu, profondément angoissant, qui a certainement donné lieu à toutes les philosophies existentialistes, Sartre, Camus, etc., etc., qui est cette conscience de l'absence de sens. Mais, nous dit Huxley, cette conscience-là, qui n'est pas très, très rassurante, elle peut donner place des fois à des expériences qu'il appelle mystiques ou extatiques, dont je vous ai déjà parlé, qui sont des expériences de connexion avec une transcendance qui nous dépasse de très loin et qui, Huxley le dit quand on lui dit comment vous pouvez décrire cette expérience, et il n'est pas du tout croyant ni religieux à la base. Il nous dit, ben, c'est très simple, je ne peux pas vous le dire autrement que Dieu est amour. 3 mots, Dieu est amour. Et il ne s'inscrit pas dans un créneau religieux quand il dit ça. Il s'inscrit dans, je ne sais pas comment vous dire ça autrement que Dieu est amour. Voilà, je ne peux pas vous le dire autrement non plus. Et ça, c'est des expériences qui sont aussi, évidemment, vraiment thérapeutiques, vraiment salvatrices d'avoir cette connexion-là. Bon, mais n'empêche que si je vous ai remis cette slide, c'est pour vous dire que, toujours pareil, ce que nous apporte Aldous Huxley, c'est le fait que, et c'est une citation qui reprend à William Blake, si les portes de la perception étaient nettoyées, si on faisait le ménage devant chez soi, si, comme dans les 12 travaux d'Hercule, on allait nettoyer les écuries d'Augias et enlever toute la merde qui s'accumule et qui nous empêche, des fois, de percevoir les choses telles qu'elles sont. Si les portes de la perception étaient nettoyées, et donc qui dit nettoyage dit thérapie, chaque chose apparaîtrait à l'homme telle qu'elle est, virgule, infinie. Et ça, c'est absolument incompréhensible pour quelqu'un qui n'a pas contacté à un moment donné de manière même peut-être furtive quelque chose qui est de l'ordre de OK, il y a là quelque chose qui me dépasse vraiment, que je ne peux pas comprendre, que je ne peux pas expliquer, que je ne peux pas nommer, mais que je ne peux pas non plus nier. Et ce truc-là, en soi, comme je vous disais, est aussi quelque chose comme un ancrage dans la vie infiniment plus puissant que tous les autres ancrages que j'ai pu fabriquer avec mes petits bouts de ficelle. Ça, c'est sûr. Le truc, c'est que je ne voudrais pas non plus donner des illusions ou des idéaux impossibles à atteindre. Ce n'est pas le truc qui arrive spontanément en état de conscience modifié, évidemment. Mais on peut quand même nettoyer, 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 continuer à nettoyer. Et ça, on est capable de le faire. Alors, ça y est, je rentre maintenant, j'ai commencé, mais je rentre pleinement dans le champ de la thérapie et dans le champ de l'accompagnement thérapeutique. Parce que ce qu'on reproche quand même en général aux psychonautes, donc aux expérimentateurs en état de conscience modifié, psyché en grec c'est l'âme et puis nautisme bah, c'est le fait de voyager, ce qu'on reproche aux gens qui prennent des psychédéliques, c'est ok, vous cherchez des tripes et des tripes et des tripes, mais en fait, à quoi ça sert? Et pourquoi vous faites ça? Est-ce que réellement il y a un lien à faire entre le psychonautisme et la thérapie? Alors, il y a des liens à faire et j'en fais un premier. J'ai peut-être même envie de vous montrer une vidéo avant de faire ça. Est-ce que je vous montre cette vidéo? Allez, j'y vais. Je vous montre une vidéo. Du coup, ça veut dire qu'il va falloir que je mette nouveau partage. Et forcément, vu que c'était pas prévu, c'est le bordel. Bah, je vous montre pas de vidéo. Je vais vous la montrer tout à l'heure. Je sais pas comment on fait. Je vais faire les choses comme j'avais dit que j'allais les faire. Voilà, ça c'est la psychorigidité. C'est important des fois. Donc, il y a quand même un gars au moins qui s'appelle Stanislav Grof, qui est un psychiatre à la base, qui lui a, dès le départ, considéré le LSD, notamment, et les psychédéliques en général, comme étant à portée thérapeutique et non pas à portée récréative ou à portée exploratrice. Et Stanislav Grof, je vous raconte très vite fait son histoire. Il était donc psychiatre d'obédience freudienne dans un hôpital psychiatrique à Prague. Et il avait en face de lui des malades qui étaient des malades psychotiques. Donc pas des malades névrotiques, des malades psychotiques. Et donc la thérapie psychanalytique freudienne standard par le dialogue ne marchait pas très bien avec les malades psychotiques.
On peut se l'imaginer. Et du coup, il n'abandonne pas ses racines psychanalytiques, mais il ajoute quelque chose que peu d'autres psychanalystes auraient tenté de faire. Mais à l'époque, à Prague, visiblement, ça se faisait. C'est qu'il va, absolument sans leur accord, mais on s'en fout parce que c'est des malades psychotiques, donner chaque semaine une dose assez conséquente quand même de LSD à ses patients pour leur faire vivre des expériences paroxystiques, des expériences cathartiques, pour leur faire revivre des traumatismes en se disant, avec cette expérience, et ensuite s'enchaînent des séances pendant le reste de la semaine avec ces patients. Avec ces expériences-là, ils vont aller contacter des matériaux bruts qui vont revenir à la surface de la conscience et ensuite on va pouvoir les traiter ensemble par le dialogue. Voilà, ça c'est son pari un peu fou. Et il le raconte dans pas mal de bouquins. Et notamment, il raconte, c'est intéressant que bah, ça va quand même pas mal marcher. Notamment, il va aboutir avec ses patients psychotiques à des régressions de plus en plus dans l'enfance, qui va pouvoir ensuite accompagner par le dialogue et jusqu'à la naissance. Et donc, il va écrire son fameux bouquin sur les quatre étapes de la naissance, les quatre matrices périfondamentales qui, selon lui, sont quand même le nerf de tous les traumatismes que l'individu a pu vivre ensuite. Je vous passe tous les détails parce que ce n'est pas l'objet de cette conférence. Mais ensuite, Groff, il est appelé aux États-Unis pour aller accompagner des personnes qui sont en fin de vie et qui vont mourir bientôt, et qui ont des cancers ou des choses comme ça. Et c'est des patients qui, cette fois-ci, à Baltimore, eh ben, ils sont volontaires pour pouvoir faire une expérience avec le LSD, pour pouvoir envisager différemment leur mort. Et donc, l'idée, c'est pas de les soigner, de les guérir, c'est de prendre soin des derniers instants de leur vie pour faire en sorte qu'ils changent leur regard sur leur mort imminente. Et donc, eh ben, c'est une seule dose de LSD, alors parfois deux, mais en général une seule dose de LSD qui est administrée à ces personnes, avec les conséquences suivantes qui ont été consignées méticuleusement par Groff, c'est que la personne, dans 60 à 70% des cas, eh ben, elle change radicalement sa manière de considérer sa future mort. Et dans quelques cas, mais vraiment très peu, la personne, elle va guérir de son cancer. Et quand on va lui demander ce qui se passe, elle va raconter que ben, elle est discutée avec ses cellules, elle a fait telle ou telle chose, ici et là dans son corps, et ben, du coup, voilà, le cancer, il n'est plus là. Mais encore une fois, ça, c'est pas du tout le principal du travail de Groff. Le principal, c'est d'aboutir à un changement de paradigme avec une expérience en LSD et un accompagnement, bien sûr, sur la durée. Bon, pour la petite histoire, ensuite, le LSD, il est interdit aux États-Unis pour des raisons en grande partie politiques. Je vous laisse découvrir ça si vous ne le savez pas. Et du coup, Groff, il est bien dans la merde et du coup, il crée la respiration holotropique pour pouvoir continuer ses expériences sur ces patients atteints de cancer en phase terminale aux États-Unis ou d'autres maladies incurables. Et donc, il va continuer ça pendant toute sa vie. Il va accompagner sa femme dans les derniers instants de sa vie avec la respiration holotropique. Et il va créer le Groff Training Programme là, pour ensuite former des gens un peu partout dans le monde à utiliser cette technique-là. Voilà, ça c'est l'histoire de Groff. Ce qui est vraiment intéressant pour moi, qui suis, je me revendique de Groff aussi, c'est quel est le matériau que l'on peut récupérer en état de conscience modifié avec la respiration holotropique ou les psychédéliques, et sur lequel on va pouvoir travailler. Groff, il nous dit le premier matériau qu'on récupère et qui n'a pas une grande valeur thérapeutique. C'est sympa, c'est réjouissant, c'est ce qu'il appelle l'explosion sensorielle. C'est que, évidemment, encore une fois, tout ce qui était vivant devient plus vivant. Et ça, en soi, déjà, Groff, il n'accorde pas une grande importance à ça. Moi, je trouve que c'est déjà vraiment intéressant de pouvoir faire que des gens se rendent compte à quel point ce qui les entoure est vivant, à quel point tout est vivant. Ça, c'est déjà vraiment, vraiment très, très chouette. Mais Groff, lui, il appelle ça la barrière sensorielle. Et du coup, il dit, il faut passer derrière, un peu comme ce que disait Huxley, pour pouvoir aller déterrer hein, d'un truc qui soit plus intéressant. Et donc là, ça donne tout ce qui est du domaine biographique, tous les traumatismes dans l'enfance. Et donc, je vous en ai déjà parlé, c'est on va aller visiter ce que j'appelle les dossiers et on va les sortir les uns après les autres et on va voir comment on peut les traiter d'une manière différente à l'aide de la respiration holotropique et ensuite d'un accompagnement. Et puis, troisième chose, je vous l'ai déjà dit aussi, il découvre que le domaine périnatal a été fondamental pour expliquer les problématiques que rencontre ensuite l'individu, et a raison, parce que le bébé, il a quand même, dans 99% des cas, je ne sais pas quel est le pourcentage
de, de césarienne en France ou dans le monde, mais dans un grand nombre de cas, sauf césarienne, il a lutté pour sa survie. C'est la première expérience en état de conscience modifié, initiatique du bébé, alors qu'il n'avait rien demandé, c'est lutter pour sa survie au moment où il naît. C'est quand même pas rien. Et au passage, eh ben, il a accumulé pas mal de choses qu'il va garder toute sa vie. Mais au moins, il a réussi une épreuve, dit Groff, que n'ont pas réussi ceux qui ont été accouchés en césarienne et qui, du coup, ont d'autres problématiques à envisager dans leur vie. Et ça, c'est intéressant aussi de pouvoir savoir que, ben ouais, il y a aussi, il n'y a pas eu un ancrage fondamental qui est j'ai réussi à m'en sortir. Et du coup, on va avoir d'autres difficultés avec lesquelles on va pouvoir être accompagné, bien sûr, de manière thérapeutique si jamais on le décide. Bon, mais ce qui est aussi super intéressant, c'est tout ce qui est de l'ordre du transpersonnel. Et ce que Groff appelle le transpersonnel, c'est à la fois le transgénérationnel, c'est-à-dire que les gens ils peuvent vivre des traumatismes qui ont été vécus par leurs parents en état de conscience modifié, ou leurs grands-parents, ou leur lignée, ou la lignée des femmes, ou le peuple juif, par exemple, dans certaines expériences. Ils peuvent vivre aussi des expériences qui sont de l'ordre de ce qu'ils peuvent appeler des vies antérieures, encore une fois. Là, je ne fais pas dans le dogmatisme, je ne dis pas que ça existe, je dis que c'est intéressant pour quelqu'un qui vit une expérience qu'il dit être dans une vie antérieure, de faire le lien avec ce qui se passe dans sa vie-là et de voir comment, de manière thérapeutique, ce lien peut faire sens et l'aider à avancer dans sa vie. Et puis, il y a des expériences télépathiques, des expériences empathiques et des expériences d'identification à d'autres races, à d'autres espèces, etc., etc. Tout ça, c'est vraiment très intéressant. Et à chaque fois, le plus intéressant, c'est qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que j'en fais toujours? Voilà. Alors, attention aux confusions. Je vois que je commence à prendre beaucoup de temps et à me saouler moi-même. Du coup, je m'imagine que vous aussi. Il est déjà 21h22. Aïe, 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 j'ai pas fini. On y va, on y va. On est à fond. Première chose, je vous rappelle, et ça j'y tenais, donc j'ai vraiment envie de passer un peu de temps là-dessus, qu'un acte thérapeutique ne vise pas forcément à guérir une personne, mais à mettre en place des outils qui vont lui permettre d'aller vers sa propre guérison. Et c'est ce qu'on va voir aussi avec la vidéo qui est arrivée tout de suite après. Je vous rappelle aussi que dans l'expérience modifiée de conscience, ce qui va se passer, c'est que ce qui est présent en soi, mais qu'on ne laisse pas sortir parce qu'on n'a pas intérêt à vivre avec ce truc-là qu'on a voulu enfouir, eh bien, ce truc-là, il faut bien vous dire que ça crie, ça crie, ça crie, et que lui laisser un espace pour crier, vous pouvez imaginer que l'expérience en état de conscience modifié, elle n'est pas toujours réjouissante. Lui laisser un espace pour crier, c'est en soi thérapeutique. Il y a, je vous en parlais tout à l'heure, une thérapie qui s'appelle le cri primal, qui a été inventée par Arthur Janov, et j'en dis pas que du bien, parce qu'il y a eu plein de dérives, on va en parler, mais dont le seul but, c'est de permettre à l'individu, par la création d'un état de conscience modifié, de crier à un moment donné toute sa détresse. C'est pour lui le B.A.-ba. Alors évidemment, ça ne s'arrête pas là. Il y a plein d'autres choses à mettre en place ensuite. Et puis, ça autorise plein de dérives. On va y venir. Mais n'empêche que c'est déjà un truc de dire, ouais, il y a vraiment nécessité qu'à certains moments, je puisse évacuer ce qui se passe en moi. Et donc, juste au passage, qu'est-ce que ça donne? Ça donne quand on regarde sur Internet des vidéos avec des gens qui font de l'ayahuasca ou qui font d'autres choses comme ça, ou de la respiration anthropique, les quelques vidéos, parce qu'il y en a très peu quand même, parce que du coup, ben, ça crée un mauvais a priori sur le truc. Les quelques vidéos où on voit des gens qui sont en train de hurler dans tous les sens et de vouloir péter les murs, évidemment, ça ne contribue pas à mettre de la lumière sur l'expérience de conscience modifiée. Ça contribue plutôt à dire, c'est quoi ce truc diabolique? Surtout, vous remarquez dans ce schéma un petit peu néo-chrétien, on va dire, dans lequel on est encore aujourd'hui, avec cette idée que quand je suis dans la lumière et dans l'état méditatif, alors tout va bien et je ne suis plus soumis aux aléas émotionnels. Et que par contre, quand je suis en train de lutter avec mes propres affres intérieures, ça, c'est quand même un petit peu diabolique. Donc, il y a ce truc-là quand même. Et j'avais envie de le répéter. Si vous voulez à un moment donné contacter les magnifiques états célestes auxquels vous avez accès, a priori, il faut quand même, avant tout, Jung l'a dit bien avant moi, nettoyer la merde. Et nettoyer la merde, eh ben, il va falloir prendre les grands moyens à un moment donné. Et c'est pour ça que la thérapie en EMC, elle est souvent cathartique parce qu'elle vise à entre guillemets,
briser les résistances de la personne qui l'empêche d'aller contacter toute la merde qui est en lui. Et je suis pas le dernier à avoir une bonne grosse couche de merde au fond de moi et à faire encore aujourd'hui un travail pour aller nettoyer tout ce que je peux de cette merde-là. Et ça, c'est pas le truc le plus réjouissant du monde. Voilà. Et du coup, c'est pas forcément tout le temps ce qui motive le plus les gens, et que ce soit en constellation, que ce soit en hypnose, en respi, avec les plantes, avec le kambo, avec d'autres choses, c'est pas ce qui motive le plus des gens d'aller contacter leur propre merde. On peut être d'accord là-dessus. Donc là, je ne vous propose pas un truc qui est la panacée ou qui est l'Éden, mais qui est plutôt de l'ordre du bah ouais, va falloir mettre les mains dans la gadoue et voir comment on peut se démerder avec. Mais quand même, c'est pour ton bien. Et ça, cette expression-là, ne l'oubliez pas, je vais la ressortir tout à l'heure parce qu'elle est dangereuse aussi. Ah, une dernière chose. J'ai presque fini ma deuxième partie. Pouh. Au fait, une thérapie en EMC, une thérapie avec état de conscience modifié, est-ce que c'est avec ou sans parole? Et en fait, bah, ma réponse, elle est très simple, c'est avec ou sans parole. Il y a des thérapies avec la parole. L'hypnose ericksonienne, elle n'abandonne pas la parole. Les constellations systémiques n'abandonnent pas la parole, parce que les gens, ils disent ce qui se passe en eux, ils ressentent et ils disent. Toutes les thérapies psychédéliques, en général, le MDMA, je vous en montrerai une là bientôt, n'abandonne pas la parole et ça reste du dialogue pendant tout l'état de conscience modifié. La thérapie primale de Janov n'abandonne pas la parole, mais encourage quand même le cri. Et donc, le cri est une manière de parler, mais quand même un petit peu plus agressive. Dans le rebirth aussi, dont je vais vous parler aussi. Et puis ensuite, on passe oui, progressivement à des expériences thérapeutiques qui ne passent pas par la parole. Et donc, quand par exemple, on a un soin au tambour, eh bien, il n'y a pas besoin de parler, de communiquer, pas tout de suite en tout cas, pour vivre des expériences en soi, ou avec des chants sacrés, ou avec des plantes sacrées, ou avec la respiration holotropique, dans lequel, en général, du début jusqu'à la fin de l'expérience, il n'y a aucune parole, ou quasiment aucune parole. On va juste se contenter de vivre le matériau brut. Voilà. Du coup, il n'est pas nécessaire d'avoir un dialogue pour être dans la thérapie. Une thérapie qu'on pourrait appeler sauvage, si vous voulez, ou brute de décoffrage, peut se passer en l'absence de parole et quand même avoir des effets très intéressants. Par contre, j'y reviendrai, il est évidemment nécessaire ensuite d'ajouter la parole pour pouvoir intégrer le matériau inconscient. Allez, un petit exemple. Une expérimentation qui a été menée aux États-Unis, alors entre 2016 et 2020, je crois, avec la DMA. Et là, pour le coup, donc on est avec un psychédélique léger, la MDMA. Et donc, la personne, elle ne perd pas le contrôle d'elle-même, elle a encore la parole. Et donc, on la voit un petit peu dans ses débats intérieurs, mais vite fait, avec un accompagnement thérapeutique. Et je vais essayer de vous la mettre. Hein, non, je ne vais pas essayer. Je vais réussir à vous la mettre. Renforcement positif. Ah, il faut que je vous partage l'audio, autrement ça va servir à rien. On me l'a déjà dit ça. Partagez l'audio. C'est parti. La plupart des gens souffrant d'un traumatisme n'ont pas besoin de MDMA. Il leur suffit de consulter un thérapeute et au fil des semaines et des mois, ils apprennent des mécanismes pour freiner la réponse de peur, pour surmonter et laisser derrière eux leurs problèmes. Cela fonctionne dans 50% des cas. Mais pour les 50 autres pourcents, cela ne suffit pas. This is participant B17, session number 3, MDMA session number 1. Beaucoup de gens pensent que la MDMA augmente seulement le niveau de sérotonine. Mais c'est beaucoup plus sophistiqué que ça. Elle augmente le niveau d'optimisme, d'euphorie ou d'extase. Elle réduit l'anxiété et la dépression, ce qui représente une avancée majeure en psychothérapie. I love people, I hate pain, and I want to stop people feeling pain. And so many people love you, Dave. I know I'm the luckiest man alive. You've touched the lives of so many people. And they see that love and they see that strength. I know they do. People are so lovely. Everybody knows what I've been through now. I hid it for years. Why? Because that's what we did in the 70s.
31 years old I was. I kind of spoke to my dad about it. When I was 12, my mum was murdered and raped. Your whole life. Toute votre vie, vous avez essayé de ne pas penser à cet événement traumatique. Ce que fait la MDMA, c'est que durant quelques précieuses heures, elle désactive l'amygdale et la peur s'envole. Feeling. When I first put them on, I started to feel really anxious. For about 5 or 10 minutes, and I was thinking, oh God, this isn't going to work. And I just felt a bit more relaxed. I went back to my bedroom. The drug session. Durant les séances avec prise de MDMA, on encourage le patient à vivre l'expérience à fond, à laisser le produit faire son travail. And he was there with the murderer. And I just kind of took control, really. I said, you can't hurt me anymore. You may have a knife, you may want to use it, but I'm not frightened of you anymore. The medicine. La substance, c'est en quelque Ok, je m'arrête là et je vous remets les slides. Voilà, pour l'instant. Voilà. Encore une fois, vous voyez le truc ici qu'on voit quand même bien avec cette vidéo, et je vais vous en passer une deuxième si j'y arrive, vite fait, c'est que ce qui distingue le soin thérapeutique du trip, qui est déjà assez intéressant en soi, c'est-à-dire de l'exploration, du voyage avec les psychédéliques par exemple, ou en EMC en général, c'est pas forcément dans la séance elle-même, quoique là, vous voyez bien que pendant la séance, on a un dialogue thérapeutique. Mais c'est pas forcément le cas. Si vous êtes, par exemple, avec l'ayahuasca, ben, vous êtes soit assis, soit couché sur un matelas avec un chaman qui chante ou qui joue du tambour pendant toute la cérémonie. Et puis les gens, ben, ils parlent pas, ils vivent leur truc intérieur ou ils se remuent dans tous les sens. Mais là, par contre, il n'y a pas de dialogue. Ça, c'est sûr. Enfin, il peut y en avoir, mais il y a des moments où il peut même plus y avoir de dialogue. Donc, ce qui distingue le trip, entre guillemets, d'une expérience thérapeutique, c'est surtout ce qui se passe avant, ce qui se passe après. Et ce qui se passe avant, et ça c'est super important, c'est que la personne, là on ne le voit pas parce que j'ai coupé ce qu'il y avait avant, mais elle vient avec une intention. Et en même temps, vous pouvez la cerner, cette intention, c'est en fait, je n'arrive pas à recouvrir cette expérience traumatisante que j'ai eue quand j'avais 12 ans et dans laquelle ma mère s'est faite violer et assassiner. Je n'arrive pas à la recouvrir, je n'arrive pas à vivre avec, je ne sais pas comment faire pour vivre avec. Je veux pouvoir, alors il y en a qui diront m'en débarrasser ou d'autres qui diront la traverser, mais en tout cas, je veux arrêter d'être sous influence de ce traumatisme-là. Et donc ça, c'est une intention. Et une intention, ça se prépare. Ça se prépare soit au minimum dans un groupe de parole préalable où chacun va déposer son intention, ou au pire, on va peut-être travailler l'intention, ou on va voir le miroir qui se crée dans le groupe, où ça se travaille pendant une ou plusieurs séances au préalable. Et là, vous remarquez, avec la DMA, il y avait déjà 2 séances dialogiques en état de conscience normal avant de faire intervenir la substance psychédélique. Et ce travail préalable, il est évidemment fondamental pour pouvoir cerner l'intention. Et puis deuxièmement, eh bien, il y a évidemment nécessité d'avoir un accompagnement post-expérience avec au minimum déjà une phase de repos, une redescente, qui distingue par exemple les expériences sauvages avec le Buffo alvarius, quand on voit qu'ils les font des fois sur des plages californiennes avec 500 personnes qui sont comme ça sur la plage les unes après les autres, et ils leur filent la dose de Buffo, qui est le psychédélique le plus puissant du monde, et ils vivent leur truc, après ils laissent partir. C'est de l'inconscience totale quand on sait ce que c'est que cette expérience-là. Donc, il faut au minimum une phase de repos où on accompagne la personne à redescendre. Il faut ensuite au minimum une phase de partage collectif ou individuel pour pouvoir mettre des mots ou dessiner ou faire d'autres choses par rapport à ce qu'on a vécu. Et puis, évidemment, un accompagnement sur la durée qui peut être sur 1, 2, 3 semaines, voire plus. Parce que là, on est venu bouger les fondements, on est venu bouger les ancrages, et du coup, on ne va pas laisser la personne juste comme ça, toute seule dans son coin. Il va falloir l'accompagner. Alors, il y a une autre vidéo que j'avais envie de vous mettre, si jamais j'arrive à la choper sur mon ordi, qui est une vidéo
qui provient du centre Takiwazi. Le centre Takiwazi au Pérou, c'est un centre qui est à Tarapoto et qui utilise l'ayahuasca pour pouvoir lutter contre des addictions, notamment les addictions aux drogues dures, les addictions à l'alcool, les addictions au tabac. Et du coup, le gars qui est interrogé, comment il s'appelle? Mabli, je crois. Je me rappelle plus de son nom. Mais enfin, c'est le fondateur de Takawazi. Il nous dit ce qu'il pense de la différence entre venir avec une intention ou venir sans réelle intention pour travailler avec l'ayahuasca. Je vais essayer de vous le trouver. Normalement, si je fais ça et que maintenant je fais ça, on va y arriver. Bon, le gars qui a monté la vidéo, il n'a pas lésiné sur les moyens au niveau du fond d'écran. On ne lui en voudra pas. Mais ce qui est intéressant, c'est ce que dit quand même, je crois que c'est Mabi, si je me rappelle bien. Donc, il y a une cohérence à avoir dans son intentionnalité de base, une sincérité de base. Et ici, en tous les cas, dans le centre Takiwazi, je dirais que 99% des gens qui viennent, qui sont du commun des mortels, hein, ce ne sont pas des gens, disons, extraordinaires ou spéciaux, ont cette sincérité de base. Les quelques personnes qui sont venues ici avec l'intention de tricher ou d'avoir des informations de manière cachée, bon, ils vont prendre une grande claque dans les sessions de plantes, hein, tout simplement, parce qu'ils vont être confrontés justement à cela, quoi. Donc ça va se résoudre très vite. Donc la sincérité de base, voilà, je suis vrai avec moi-même, j'essaye d'être vrai avec moi-même le plus que je peux. Ça, c'est fondamental. Après, les questions qui sont posées, même si elles ne sont pas très précises, très affinées, ça se fera avec le processus. Donc ça, c'est l'autre élément, c'est que le travail avec les plantes ou avec les substances de ce style-là s'inscrit dans un processus. Donc l'expérience isolée, unique, n'a pas plus de sens que d'aller voir un psychothérapeute et faire une session de psychothérapie pour régler son problème. Ça va amorcer un cheminement. Parfois, ces sessions, la première peut être fondamentale. Parfois, il faudra un temps de 10. Parfois, ça viendra très progressivement. Enfin, il y a toutes sortes de déroulements possibles. Mais ça s'inscrit dans un processus vital, un processus d'évolution, comme on dit maintenant, évolution personnelle, de transformation progressive. Donc, on ne peut pas attendre d'avoir toutes les réponses à ces questions. Et puis, dans un deuxième temps, il faut appliquer les informations qui sont apparues. Si ça ne se fait pas, eh bien, il arrive un moment où simplement, les gens qui prennent l'ayahuasca, par exemple, vont plus rien avoir, n'ont plus d'effet, ça se bloque. En quelque sorte, bon, l'ayahuasca, je simplifie un peu le discours, lui dit, je t'ai donné des informations pour avancer, tu les as pas mis en œuvre, pourquoi je vais t'en donner d'autres si tu n'as pas commencé déjà par faire les premiers pas. Donc, il y a... OK. Et je reviens à mes slides. Et là, vous voyez un truc qui est super intéressant et qui, pour moi, est fondamental dans la distinction entre un trip et une thérapie avec le MC, c'est la notion de chaîne. C'est-à-dire que oui, c'est aussi valable pour les thérapies brèves. Oui, il y a des thérapies qui, beaucoup plus rapidement que d'autres, peuvent nous amener à prendre contact, à prendre conscience des choses qui sont en nous. Les expériences en état de conscience modifiée sont en général de cette partie-là. Mais oui, c'est pas parce que en une séance, j'ai eu une révélation de ouf de quelque chose que j'aurais mis des mois à comprendre avec une thérapie dialogique normale. C'est pas pour cette raison que je vais échapper à la suite du travail. Parce que déjà, et ça, je l'ai compris un peu à mes dépens aussi, plus l'expérience paroxystique que je vis est profonde et plus je vais mettre du temps pour l'intégrer. Et donc, des fois, ça vaut peut-être le coup de passer par plusieurs petites expériences plutôt qu'une grosse pour pouvoir arriver au même endroit. Je ne sais pas. En tout cas, chacun son parcours, premièrement. Mais deuxièmement, il y a aussi un truc qui est quand même assez clair, c'est que plus je fouille la merde, et plus j'en trouve encore un peu en dessous, qui est plus profonde, qui est plus encroûtée, qui est encore plus transgénérationnelle peut-être. Et du coup, celles et ceux qui, j'en suis désolé, espèrent à un moment donné avoir tellement bien nettoyé l'écurie qu'elles ne contactent plus jamais en elles quelque chose qui peut être de l'ordre de l'ombre ou de la merde,
Ah, je sais pas. Je sais pas si c'est possible. Voilà, ça c'est dit. Alors, ça y est, on y arrive. Regardez, on arrive au troisième chapitre. Et il est 21h32 et vous êtes toujours là. Merci. Donc, promis, il va durer 2-3 heures, mais pas plus celui-là. Alors, non, je dirais une demi-heure. On est un peu en retard. Les écueils, les abus et la prudence, c'est quand même super important parce qu'on est dans un domaine de grande fragilité. Et je vais essayer de vous le montrer avec les états de conscience modifiés. Je reviens à ma slide sur quelle technique. Vous remarquez quand même, et je l'ai dit et redit, donc c'est bon, que dans toutes ces techniques de modification de la conscience, il y a une caractéristique commune, c'est que l'on déstabilise le système, que l'on vient déséquilibrer l'équilibre spontané que la conscience, elle essaye de maintenir à grand renfort d'énergie. Et là, tout d'un coup, on vient déstabiliser. Et quand on déstabilise, évidemment, il y a danger. Et donc, la question, c'est comment, moi, en tant que thérapeute, je fais pour ne pas mettre en danger la personne. Alors, il y a un premier truc, une citation que j'ai bien aimée de Maurice Bellet, qui, pour moi, est vraiment délicate et pas évidente à mettre en place quand je travaille en état de conscience modifié. Je vais mettre pas mal de slides pour essayer de vous la montrer. C'est la chose suivante. Voilà ce que dit Maurice Bellet. Bien sûr, nous rêvons toujours du thérapeute complaisant. Mais la complaisance est malhonnêteté ou incompétence. Et l'on sait d'ailleurs, en psychanalyse par exemple, combien au moment décisif le thérapeute peut être ou peut paraître dur. En revanche, on pressent là encore à quel point le processus de perversion pourra trouver prétexte en cette dureté à transformer la thérapie en supplice. Et là, vous voyez, vous avez la limite dont je veux parler, parce qu'en EMC, c'est vraiment important, entre le fait de bousculer l'ancrage de la personne pour pouvoir contourner son système de défense et arriver à des choses intéressantes, et le fait de mettre en place quelque chose qui est de l'ordre de la perversion et donc de la torture. Et l'être humain étant ce qu'il est, c'est là où la limite n'est pas toujours très, très claire dans les processus thérapeutiques, notamment avec les EMC. Je vous donne 2 exemples, mais juste avant, je reprends le dilemme avec vous pour être sûr d'être très clair. En tant que thérapeute, j'ai un positionnement qui n'est pas évident entre la complaisance et le risque de blocage. La complaisance, elle vient du fait, et je ne le fais pas exprès, que moi, je veux que tu te sentes en sécurité. Je ne veux pas brusquer ton système parce que je sais que si je brusque ton système, ben, tu vas te bloquer. Donc, j'essaye de respecter le plus possible ton système. Mais chemin faisant, et même si mon intention, ce n'est pas d'être complaisant, il se peut que je ne te permette pas de parvenir à contourner les défenses de ton système et les barrières et les résistances que tu as. Et donc, dans ce cas-là, bah, je ne sers pas à grand-chose. Et je suis triste, parce que moi, ce que je veux, c'est t'aider. D'un autre côté, si je veux te faire bouger coûte que coûte, pour pas que tu puisses développer tes habitudes stratégiques de défense, eh ben, je vais mettre en place, et ça, c'est aussi les EMC, des thérapies un peu choc, où là, tu vas être vraiment dans l'impossibilité de tricher et de mettre en place tes résistances habituelles. Mais même si mon intention, c'est pas de te casser quand je fais ça, il est quand même possible que je crée encore plus de résistance par l'effet même de l'expérience que je te donne à vivre. Et donc, vous remarquez, ce n'est pas non plus ce que je veux. Parce que dans ce cas-là, ben, je ne peux plus rien faire de toi. Tu as mis en place tes résistances de manière encore plus forte quand tu t'es vu en danger. Et donc, ce n'est pas évident de trouver le juste milieu qui n'existe pas dans la thérapie, notamment en EMC. Entre d'un côté, le risque de rester dans la zone de confort et d'un autre côté, le risque d'aller dans la zone de blocage ou d'insécurité, ou on peut appeler ça encore zone de panique. Et je vous donne du coup 2 exemples parmi d'autres. Et des personnes que j'estime, même si elles ont certaines limites à leur système. Le problème, c'est comment est-ce que certains autres thérapeutes ont pu reprendre à leur compte les théories de ces 2 personnes pour en faire quelque chose qui est vraiment pas chouette. Et donc là, j'ai choisi 2 exemples extrêmes, effectivement, qui n'arrivent pas tous les jours. Le premier, c'est un procès qui a été ouvert dans les années 2000, un procès contre un gars qui s'appelle, comment il s'appelle? C'est la slide d'après.
Connell Watkins et Julie Ponders, deux femmes, qui, elles, se revendiquaient de la théorie de Leonard Orr, qui est la théorie du rebirth. Leonard Orr, il faut savoir, dans sa théorie, il y a cette idée que, comme Groff, pareil, ma naissance a conditionné ma manière de me positionner dans ma vie. J'ai accumulé des traumatismes de ma naissance jusqu'à aujourd'hui que je ne suis pas en capacité d'aller contacter si on ne me fait pas une régression dans l'enfance pour aller contacter ces différents traumatismes. Et donc, pour m'amener à régresser dans l'enfance et pour m'amener à dépasser ou au moins à traverser mes traumatismes, eh ben, Leonard Orr, il a inventé tout un panel de moyens pour pouvoir modifier l'état de conscience et aboutir à des expériences paroxystique, notamment l'hyperventilation. Alors, l'hyperventilation, pas comme celle de Groff, parce que celle de Groff, elle est paroxystique, mais elle ne dure pas très longtemps, et puis il y a une musique, alors que Leonard Orr, lui, il développe une hyperventilation qui est un peu moins paroxystique, mais qui peut durer des heures. Et on fait ça pendant des heures. Ou alors, par exemple, le bain très, très chaud. Le bain chaud, qui est très agréable au début, mais qui, au bout de pas mal de temps, devient vraiment très inconfortable. Ou alors la contention. Et le fait, par exemple, de faire, donc c'est le rebirth, au fait de faire revivre la personne par une très forte contention de sa personne et pendant très longtemps, sa naissance. Et avec l'hypothèse qu'elle va réussir à s'en sortir. Et donc, ce à quoi ça a abouti, cette première théorie, c'est donc en 2002, voilà, j'étais pas très loin, s'ouvre le procès des thérapeutes Connell Watkins et Julie Ponders. Et en fait, ces deux thérapeutes, donc en fait, ce n'est pas deux thérapeutes, si je me rappelle. Connell Watkins, c'est la thérapeute, et Julie Ponders, c'est la belle-mère de la jeune Candace Newmaker qui est morte à l'âge de 10 ans, enfin 11 ans, je crois, un truc comme ça, de suffocation. Ce qu'elles ont fait, donc Connell Watkins se revendiquait de Leonard Orr, c'est qu'elle a organisé pendant des semaines tout un panel de torture, on peut le dire, pour pouvoir amener la jeune Candace Newmaker à accepter sa belle-mère, puisqu'elle avait été mise en hospice, je commence à avoir un neurone qui ne marche plus. Elle avait été enlevée de ses parents parce que c'était une famille qui était censée être déséquilibrée quand elle était jeune, et puis elle avait été placée en famille d'accueil. Et donc, sa mère d'adoption, on va dire, Julie Ponders, lui reprochait de ne pas s'attacher assez à elle. Et du coup, elle a contacté un institut qui utilisait le rebirth et la théorie de l'attachement pour pouvoir amener cette fille à s'attacher plus à sa mère et en pensant que ça faisait partie des traumatismes d'enfance qui faisaient qu'elle n'arrivait pas à s'attacher à sa mère adoptive, donc lui faire revivre ces traumatismes d'enfance pour pouvoir, en contournant les procédés de défense qu'elle avait mis en place, amener à un attachement plus sincère et authentique à sa mère d'adoption. Déjà, la théorie est un peu pourrie, mais ce n'est pas le pire. Le pire, c'est que donc pendant 2 semaines, il y a eu vraiment des actes de torture, des sévices sous prétexte d'aller amener la jeune fille à revivre ces traumatismes d'enfance. Et ça a abouti donc à une séance qui a abouti à la mort de la jeune fille, qui était une séance de contention, où on lui a mis tout un tas de coussins autour d'elle pour pouvoir faire qu'elle ne soit pas trop écrasée non plus. Et ensuite, il y a eu 4, si je me rappelle bien, 4 personnes du staff qui sont venues s'allonger sur elle. Donc, c'était à peu près 300 kilos. Et l'idée, c'était qu'elle arrive à se sortir de là et qu'elle naisse en sortant de cet état de contention. Pendant 70 minutes, donc plus d'1 heure, elle a agonisé progressivement jusqu'à mourir étouffée. Et du coup, ça a abouti à sa mort. Alors, là, effectivement, on est dans un cas extrême. OK. Mais donc, ça pose la question, et moi, je me pose la question, et je me dis, mais comment c'est possible qu'un être humain soit assez aveugle pour ne pas voir que là, en fait, sous prétexte de la création d'un état de conscience modifié qui permettrait à la jeune fille de revivre sa naissance, il est en train réellement de l'asphyxier jusqu'à sa mort. Je me pose la question. Et ce n'est pas un cas isolé, je peux vous assurer. Ce qui a fortement remis en question le rebirth aux États-Unis et l'a rendu impopulaire aux yeux du public. Ce qui est, on va dire, assez légitime quand on voit les abus qu'il peut y avoir avec ça. Et la respiration holotropique, qui est assez proche, a aussi pris un coup au passage de, bah ouais, du coup, on va torturer des gens, parce qu'il y a aussi souvent la contention qui est appliquée en respiration holotropique, où on met des matelas sur la personne pour qu'elle ait l'impression de revivre sa naissance, etc., etc.
ce que personnellement, je ne fais pas moi, mais bon, il y en a qui le font. Deuxième exemple, thérapie primale, Arthur Janov. Donc, je vous disais, Janov lui, son idée, c'est de pouvoir faire revivre à la personne un cri, qui est un cri sauvage, un cri qui vient du plus profond de ses tripes. Et pour ça, ce cri-là, qui est censé le libérer de ce qu'il a vécu dans son enfance, eh ben, il le pousse dans ses retranchements. Il y a privation de sommeil, il y a privation de nourriture, il y a isolement pendant des semaines dans un hôtel sans voir personne. Et puis ensuite, il y a tout un tas de procédés pendant la séance qui vont mettre vraiment la personne en difficulté au niveau émotionnel. Donc, il est clairement dans un état de conscience modifié de type cathartique. Et à un moment donné, il n'en peut plus et il finit par lâcher son cri. Et là, Janov considère qu'on a atteint une première étape dans la thérapie. Alors, ce qui s'est passé, encore une fois, c'est qu'un certain nombre de disciples de Janov ont fondé, donc ils étaient 3 à l'époque, ils ont fondé un centre de thérapie aux États-Unis dans les années 70 pour mettre en pratique la thérapie primale de Janov. Et ce centre, il a pendant 9 ans utilisé des supplices incroyables, la mise en nudité, la flagellation, les insultes permanentes, pour pouvoir affaiblir les résistances de l'individu et les placer en situation de régression avec au final ce cri-là. Et dans les années, je crois, 80, je crois 1979, un truc comme ça, il y a eu des gens qui ont porté plainte contre cet institut, qui finalement a fermé. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles la thérapie primale, si vous regardez sur Internet, déjà, elle est placée dans les pratiques à risque de dérive sectaire. Et puis, en plus de ça, elle n'a pas du tout bonne presse dans le public parce que, eh bien, elle est amalgamée à la notion de torture. Ça, c'est 2 exemples extrêmes. Mais si vous prenez, par exemple, l'ayahuasca et que vous regardez des reportages dessus, tapez expérience ayahuasca, thérapie ayahuasca sur Internet et vous verrez aussi des abus. Si vous prenez n'importe laquelle des méthodes utilisées pour même la respiration holotropique, même les constellations familiales, pour pouvoir induire des états de conscience modifiés à usage thérapeutique, vous verrez toujours des gens qui en abusent. Et donc, moi, j'ai 2 questions. La première, c'est est-ce que c'est parce qu'on est en EMC qu'on va plus facilement abuser de la personne? Ça, c'est la première question. Et la deuxième, elle viendra tout à l'heure. Alors, déjà, je voulais vous dire un truc, c'est que bien sûr que non. La caractéristique commune de ces 2 expériences extrêmes, qui pour moi sont vraiment des écueils de la thérapie en EMC, c'est pas qu'elles soient en EMC, c'est l'intention qui est derrière. Et l'intention qui est derrière, elle est vraiment dangereuse, je vais y revenir, c'est de briser à tout prix le mécanisme de défense de la personne pour son bien. Et dès que vous avez cette phrase, moi, dès que je vois cette phrase, c'est pour ton bien, je me méfie, comme de l'eau sur le gaz, si vous me passez l'expression. Et ça, ce n'est pas propre aux EMC. Vous la rencontrez aussi dans certaines pratiques psychanalytiques qui ne fonctionnent pas du tout avec des états de conscience modifiés, mais avec un dialogue avec la personne, avec une remise en question systématique de la véracité de ses propos, avec des interprétations qu'on lui balance parfois de manière vraiment très, très cavalière à la gueule pour pouvoir le pousser dans ses retranchements, avec la facilitation de procédés de transfert, parce que c'est important qu'il y ait du transfert émotionnel à ce moment-là. Et du coup, je ne dis pas que c'est valable pour la psychanalyse en général. Okay, je dis que certaines pratiques psychanalytiques que j'ai pu voir utilisent ça. Et je place le mot là-dessus, humiliation, parce que pour moi, on est là-dedans. Et c'est pas, je veux dire, juste réservé aux pratiques psychologiques ou psychanalytiques. Vous prenez les dialogues philosophiques et vous avez des fois des dérives qui vont jusqu'à la même chose. Et alors oui, je ne vais pas me faire des amis, mais c'est pas grave, c'est déjà pas mes amis. Quand vous voyez certaines personnes qui utilisent le dialogue philosophique de type socratique de manière vraiment blessante et vraiment humiliante, en utilisant en plus une espèce de condescendance philosophique de celui qui sait et qui sait te montrer quelles sont tes contradictions, pour pouvoir pousser la personne dans ses retranchements et pour pouvoir l'amener à prendre conscience de ses contradictions internes pour pouvoir ensuite les dépasser. En fait, il y a des procédés des fois, et donc oui, je vise un gars qui notamment s'appelle Oscar Brénifier et qui a des amis et des ennemis dans le domaine de la pratique philosophique. Oui, des procédés tels que ceux-là, l'ironie permanente, la contradiction permanente, l'humiliation du lettré, qui sont utilisés pour casser la confiance, soi-disant pour pouvoir permettre de restaurer un équilibre ensuite par ailleurs, vous voyez bien, c'est super dangereux. Pour moi, le risque, il est très clair, c'est soit décompensation, soit renforcement des résistances et des barrières. Donc,
augmentation du risque de névrose par la suite. Parce que la névrose, elle vient du fait que mes barrières et mes résistances, elles sont fortes et j'arrive pas à les casser. Et donc, dans tous les cas, c'est pas très, très chouette. Et ça, c'est pas lié à l'EMC. C'est lié à la tentative de déstabiliser coûte que coûte le système de la personne. Mais vous voyez bien quand même que je passe assez vite sur cette slide-là. Vous voyez bien que en EMC, on a beaucoup plus de risques de déstabiliser la personne de manière grave que si on n'est pas en EMC, parce que je vais y revenir, on est en état de vulnérabilité. Et du coup, la question, c'est comment on fait? Comment on fait pour pas blesser la personne quand on est dans un soin thérapeutique qui utilise un état de conscience modifié? Et alors, la réponse, toute simple, toute bête, limite même quand on dit bête et méchant, là pour le coup, c'est bah, il suffit d'être bienveillant. Il suffit d'être bienveillant. Et la bienveillance, c'est ce que je montre dans un de mes modules, notamment dans ma formation à la philothérapie. La bienveillance, il faut bien se rappeler de son origine pour voir ce qu'on peut en faire. L'étymologie latine, elle est double. Il y a il y a la benevolentia, le fait de vouloir du bien à l'autre ou de vouloir le bien de l'autre. Ça a donné le bénévolat, le fait d'agir pour le bien. Donc, ça, c'est la première racine. Et la deuxième racine, c'est la bona vigilantia, le fait de se montrer vigilant au bien-être de l'autre. Alors, vous remarquez que la première étymologie, vouloir ton bien, si on la pousse dans ses retranchements, chercher ce qui peut faire que tu sois bien, ce qui peut faire que tu te sentes bien, vouloir que tu sois bien. Si on la pousse dans ses retranchements, ça engendre assez facilement une intrusion bienveillante dans le système de l'autre sous prétexte que c'est pour ton bien. C'est le fameux c'est pour ton bien qu'Alice Miller, elle a tout à fait bien analysé dans ce qu'elle appelle la pédagogie blanche, qui consiste à dire, si mon intention est de faire quelque chose qui soit pour ton bien, si mon intention est que tu ailles bien, alors je ne peux pas me tromper. Mais j'ai envie de dire, excuse-moi, si tu sais mieux que l'autre ce qui est bien pour lui et que tu vas mettre en place quelque chose qui, pour son bien, est quelque chose qui va le déstabiliser de manière trop profonde pendant un moment, je ne suis pas sûr qu'au final, ça soit bien. Donc là, il y a quelque chose comme de la vigilance à avoir. Venons-en à la vigilance. Le fait de dire, bah alors la bienveillance, c'est pas de la bienveillance, le fait de vouloir ton bien, mais de la bienveillance, le fait de veiller à ton bien. Veiller sur toi, s'assurer que tout aille bien pour toi, s'assurer que tu sois bien, prendre soin de toi. Là, on est vraiment aux racines du prendre soin, de la thérapie. OK? Mais à l'extrême, ça donne quoi? Eh bien, ça donne, si vous remplacez le bien par un sur, donc le superlatif, ça donne une surveillance. Et donc, ça donne le fait de protéger l'autre, de le surveiller attentivement pour pas qu'il se blesse, pour pas qu'il y ait ça qui lui arrive ou ça qui lui arrive. Et vous remarquez un autre écueil de la thérapie, qui est un écueil possible en EMC, c'est finalement de déresponsabiliser l'individu en le surprotégeant de ce qui peut lui arriver. Et donc, vous avez un nouveau problème. Vous remarquez le problème? D'un côté, je vais, en voulant ton bien à ta place, mettre en place des choses qui peuvent être extrêmement cruelles pour toi, mais c'est pour ton bien. Et d'un autre côté, y compris la torture. Et d'un autre côté, je vais tellement te surprotéger que je vais te déresponsabiliser et t'empêcher de trouver tes propres ressources. Alors que l'expérience en EMC est là aussi pour que tu trouves tes ressources. Et donc, la question, c'est comment j'arrive à me mouvoir entre ces deux écueils. Ça, j'ai déjà tout dit. Je crois que j'ai déjà tout dit. J'ai pas dit exactement que la bienveillance, dans le premier cas, elle aboutit donc à une forme masquée de domination, parce que c'est pour ton bien et que je sais mieux que toi ce qui est bien pour toi. La preuve, moi, je suis thérapeute et toi, tu es mon patient. Et du coup, eh ben, je vais mettre en place quelque chose euh, même si toi, tu me dis que ça va pas et que c'est pas OK pour toi ce qui se passe pour l'instant, je vais quand même continuer. Et c'est à ce moment-là, bien sûr, que le danger, il est. Ça, c'est le premier écueil de la bienveillance. Et le deuxième écueil, c'est cette fameuse démagogie qui va chercher à faire que tu sois bien, que tu te sentes bien avec moi, que tu as envie de rester avec moi, de continuer à travailler avec moi, de m'attirer ta sympathie. Ce qu'on appelle quand même en latin captatio benevolentia. Donc, je suis pas hors sujet là. OK, dans cette bienveillance-là. Et du coup, au passage, je te déresponsabilise et je t'empêche de prendre soin de toi toi-même et de savoir ce que tu veux
toi-même. J'ai déjà tout dit ça. Je reviens, parce que c'est super important, sur le fait que, attention, ce n'est pas des dérives qui sont propres aux thérapies en EMC, parce que c'est des dérives qui sont propres à toutes sortes de thérapies, mais qu'en EMC, le risque est bien plus grand parce que la personne, elle est vulnérable. Et donc, je veux bien insister sur le fait que c'est un risque qui est réel. Et la question, comment éviter ça? Eh bien, j'ai une première astuce et il y en a d'autres dont on va pouvoir discuter ensuite. La première, déjà, pour moi qui vais voir un thérapeute, avant de faire une expérience avec lui en état de conscience modifié, il va falloir déjà que je me sente en confiance, que je l'ai rencontré au moins une fois, qu'on ait dialogué, voire qu'on ait eu une séance ou plus et que j'y aille pas les yeux fermés. Parce que là, c'est cool de faire confiance, mais des fois, c'est un peu comme si j'allais me jeter dans la gueule du loup sans savoir finalement à quelle sauce il va me manger. Et pour moi, personnellement, sans basculer dans la paranoïa, ça me paraît assez dangereux quand même. Déjà, ça c'est sûr. Et puis ensuite, évidemment, au niveau du thérapeute, eh ben, il y a tout un cycle à faire pour pouvoir travailler sur ses propres blessures, pour pouvoir travailler sur ses ombres, sur ses démons, avoir de la supervision et pas rester dans la certitude que là, on est sur le bon chemin. Moi qui vous dis ça, je suis en ce moment en train de traverser une bonne grosse phase de remise en question. Et du coup, ben, c'est de là où je me situe aussi pour vous dire, OK, comment moi je me place et je me situe en tant que thérapeute pour pouvoir ne pas tomber dans ces deux écueils. J'ai presque fini. J'ai presque fini. J'essaie de résumer un peu quels sont les risques qui peuvent arriver en EMC. La dépendance, je en ai déjà parlé. Je te fais comprendre que tu ne peux pas à toi tout seul créer de tels espaces thérapeutiques pour te guérir. L'agression, je en ai déjà parlé. Je profite de ta vulnérabilité pour te pousser dans tes retranchements, y compris au-delà de ta zone de sécurité. La suggestion, je n'en ai pas trop parlé. Un des trucs en EMC, notamment avec l'hypnose, mais aussi avec, par exemple, la MDMA, où on voit que le gars, quand même, l'air de rien, il lui fait des suggestions à différents moments. Un des risques des thérapies en EMC, c'est que le thérapeute, il utilise la modification de l'état de conscience pour suggérer des choses à la personne. Et ces choses-là, elles peuvent être utiles pour la personne ou pas. Mais dès qu'il y a suggestion, il y a quand même manipulation et influence, qu'elle soit bienveillante ou pas, ça ne change pas. Et donc, ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est quand même un écueil. Et puis, le dernier écueil, c'est l'abandon, dont je vous ai parlé. C'est le fait de laisser la personne mourir toute seule après avoir été en séance avec elle, sous prétexte que elle va se débrouiller toute seule. C'est le contraire à la dépendance. C'est-à-dire, tu es capable de trouver tes propres ressources. Et du coup, et puis moi, j'ai plein d'autres patients à gérer. Et du coup, j'ai pas que ça à faire de m'occuper de toi. C'est une des raisons pour lesquelles, moi, personnellement, je ne prends pas trop de personnes en même temps parce qu'autrement, je sais que je ne vais pas arriver, je vais être débordé. Aller gérer tout s'il y a X problèmes ou X casseroles à essayer de récupérer par rapport à ce qui s'est passé dans une expérience en état de conscience modifié. Je me répète. Du coup, ça va. Ça, je crois que je vous l'ai déjà assez dit. Je ne vous le répète pas. Euh, D'un côté, c'est important, le fait de pouvoir mettre en place des états de conscience modifiés. D'un autre côté, c'est super important, le fait de pouvoir, avant et après, utiliser la conscience, le dialogue pour pouvoir accompagner la personne. Voilà, c'était l'objet de cette slide. Et je vous l'ai montré encore une autre fois, parce que j'avais vraiment envie de vous faire comprendre. C'est comme si vous envisagez que vous étiez un arbre. Il ne faut pas croire que seules les branches sont importantes, parce que les branches, c'est ce qui est du domaine de la conscience, de l'individuation, de l'épanouissement, de la pleine conscience, de la lumière. Il ne faut pas croire que seules les branches sont importantes. Elles sont importantes. Il ne faut pas croire que seules les racines sont importantes. Ça, c'est les expériences en EMC. D'ailleurs, assez régulièrement avec des racines. C'est intéressant, hein, que ce soit l'iboga ou certaines des plantes qui sont dans l'ayahuasca, ce sont des racines qui vont venir chercher l'ancrage, les soubassements, l'enfance, le transgénérationnel, l'ombre. Si jamais je crois on en reste à l'une des deux optiques au niveau thérapeutique, ne faire que aller creuser au niveau de l'ombre ou ne faire que rechercher la pleine lumière, je crois qu'on fait la moitié du chemin. Voilà. Mon optique, elle est très claire, c'est de pouvoir naviguer entre les deux et ça évite quand même pas mal de risques qui sont rencontrés lors des processus thérapeutiques sauvages en EMC. Et j'ai quasi fini.
je vous redonne quand même un petit point de vue global sur tout ça. Premièrement, ce que disais et ce qui est super important pour moi, c'est que travailler en EMC, c'est ouvrir une brèche. Une brèche dans le champ usuel de la conscience pour permettre à des matériaux inconscients de revenir, de résurger, voire d'être vomis au sens propre par ma conscience. Ça, c'est la première chose. OK. Ce travail, il est risqué. Il n'est pas sans danger parce qu'il déstabilise les fondements du système. Ça, c'est très clair. Il ne faut pas le nier. Et du coup, il ne doit jamais être question de bypasser la conscience usuelle, mais plutôt de s'associer à elle en lui proposant d'intégrer des données qu'elle ne serait pas allée chercher elle-même et en l'accompagnant avec soin et avec suivi au fur et à mesure des semaines. Dernière chose, en fait, la thérapie EMC, c'est exactement ce que fait la vie déjà elle-même en provoquant des maladies, des deuils, des accidents et des choses que des fois on met des années à intégrer, mais sauf que là, eh ben, on le fait volontairement. Pourquoi est-ce qu'on le fait volontairement? Un, parce que peut-être qu'on peut être accompagné à ce moment-là, alors qu'on n'est pas toujours accompagné comme il faut au moment où on vit nos expériences les plus cathartiques au niveau sauvage. Et deux, parce que peut-être, et je dis bien peut-être, et j'en suis absolument pas sûr, pouvoir parfois, comme je vous disais, nettoyer les écuries, aller créer des expériences de conscience modifiées, aller visiter la cave, ça permet d'éviter un certain nombre de maladies, d'accidents, de choses comme ça, qui peut-être, je dis bien peut-être, sont là à un certain moment donné pour aider le processus d'évolution de la personne. Et j'aime pas trop ce terme d'évolution, on va dire le processus d'auto-nettoyage progressif, hein, un truc comme ça, afin de pouvoir briller un peu plus qui il est. Ça, c'est un peu plus proche de ce que de ma vision des choses. Si des fois, je peux mettre en place des expériences accompagnées pour pouvoir nettoyer un petit peu et éclaircir le bordel, eh ben moi, personnellement, j'hésite pas. Mais en conscience des risques et de qui je vais voir et de comment je me fais accompagner. Voilà l'idée de cette conférence. Ouh. Ah oui, et non, c'est pas fini. Vous y avez cru, hein. Il reste une page et il reste la pub. Bah ouais, quand même. La pub. Alors, c'est pas vraiment de la pub puisque si, quand même, c'est quasiment fini les inscriptions sur le stage qui va se passer en octobre. Un stage donc en EMC sur 3 jours et 3 nuits que j'ai appelé profondeur parce que on va aller creuser dans nos profondeurs et aussi parce que il y a une des cérémonies nocturnes qui est dans une grotte. Voilà, et je suis accompagné moi-même par ma compagne dans ce stage-là. Et aussi, dans le prochain stage qui utilise la respiration primale de type holotropique et les constellations familiales, ça c'est en novembre. C'est un stage qu'on fait tous les automnes et pour aller justement débroussailler un petit peu, qui est en 2 jours et 2 nuits cette fois-ci, pas 3 jours et 3 nuits. Il y a un autre stage en décembre plus tard, mais tous mes stages, vous les retrouvez si vous voulez, soit sur un groupe Signal si vous voulez y participer, soit en me demandant des infos régulièrement. Voilà, je communique par différents créneaux autour de mes stages. Voilà, j'ai fini. Ouais, cette fois-ci, j'ai fini. Et du coup, hop, je vois qui c'est qui est resté réveillé. Ah, je vous préviens, j'arrête la vidéo puisque je vais pas diffuser sur Internet vos questions et réponses. Comme ça, vous pouvez poser des questions et réponses de manière plus libre. Alors, arrêtez l'enregistrement, mesdames et messieurs qui regardaient cette vidéo.